L'entrepreneuriat ou la mort? Tel a été le choix de Claudel il y a quelques années. Il arriva à un niveau dans sa vie dans lequel il n'avait plus aucune issue. Médecin de formation, le système ne lui proposait aucune possibilité décente de pouvoir gagner sa vie malgré 7 années d'études au cours desquelles sa famille s'est saignée à coups de sacrifices financiers énormes pour lui permettre de devenir docteur médecin. Et pourtant, au terme de ce parcours-là, il arrive face à un mur, face à une impasse. Il n'y a pas d'option pour lui possible par la suite. Qu'est-ce qu'il fait? L'entrepreneuriat ou rien d'autre. Et peut-être que, comme Claudel, certains d'entre vous sont juste dans une impasse. Tu es peut-être arrivé à un moment donné dans ta vie dans laquelle tu t'es dit, en réalité, aujourd'hui, je n'en peux plus de la vie que je mène. En réalité, je suis à bout. En réalité, je suis dans un chemin sans issue. Et il faut que je me tourne vers autre chose. Alors, cette interview va vraiment te parler. Parce que Claudel va se livrer à nous et il va nous expliquer réellement, depuis le début, comment il a fait son parcours d'études en médecine, comment est née une passion pour l'entrepreneuriat et comment est-ce que l'entrepreneuriat est devenu une voie de secours dans sa vie. Cette interview va être très choquante parce qu'il va nous parler de plusieurs révélations par rapport à sa vie de médecin. On a balayé plein d'éléments différents. Claudel a écrit à ce jour 5 livres. Il va nous parler du VIH et des mensonges sur le VIH. Il va nous parler de la réalité de l'entrepreneuriat en Afrique parce que ceux et celles qui suivent cette chaîne sont souvent passionnés par l'entrepreneuriat et veulent même entreprendre en Afrique. Claudel nous parle des réalités de l'écosystème entrepreneurial africain, des difficultés que l'on rencontre ici. Et si tu as envie de lancer un jour quoi que ce soit en Afrique, tu as intérêt à écouter ce qu'il va te dire parce que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Ça va être comme un accélérateur parce que tu vas gagner beaucoup d'années d'expérience en écoutant simplement l'expertise de quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat de manière concrète, pratique au quotidien et puis qui n'hésite pas à transmettre, à former d'autres personnes au travers de sa Startup Academy qui est une école de formation en entrepreneuriat basée principalement au Cameroun. Dans tous les cas, reste jusqu'à la fin de cette interview. Elle est longue, c'est vrai, mais elle est nécessaire. C'était une conversation très amicale, friendly, et j'ai beaucoup appris, moi aussi, au travers de cette interview. Et je pense que tu apprendras, toi aussi, énormément de choses. Alors, si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos. Et puis, la deuxième chose va dans la barre de description. Clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livre que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à aller dans la barre de description pour cliquer sur le lien et regarder les prochaines vidéos qui t'expliquent le programme de nos prochaines journées de formation. Parce que très prochainement, on est en formation à Dakar au Sénégal, on est en formation en Suisse, on est en formation en Allemagne, on va au Canada, aux États-Unis. Bref, il y a plein de dates à venir. Dans la barre de description, tu as le détail de la journée de formation, ce que l'on va faire et comment on fait pour réserver ta place. Il faut que 2020 soit clairement une année charnière dans nos vies, une année dans laquelle il y a un avant et un après. Et pour ça, il faut que tu oses faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant et que tu te formes comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Je ne vais pas t'en dire plus. L'introduction a été longue, mais elle était nécessaire parce que ce qui arrive est juste très, très, très lourd. Allons rejoindre Claudel. Allez, salut Claudel. Oui, ça va, comment tu vas, Philippe? Je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de te C'est un honneur de passer dans une émission avec autant d'audience et surtout de voir le travail magnifique que tu fais. C'est super gentil, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore? Tu sais qu'on dit que je bavarde beaucoup. Je ne sais pas si la présentation doit être brève. Oui, sommaire, et ensuite on va aller en profondeur. D'accord, en fonction de tes questions. Tout à fait. Alors moi je suis Claudel Joël Nombissier, ouais. C'est mon nom. Donc je suis un Camerounais, ouais. Naturellement. Alors sur le plan purement académique, j'ai eu à faire mes études déjà primaires dans un quartier qui s'appelle Komkana, parce que moi j'ai grandi à Komkana. Pour les gars, les quartiers difficiles, ils connaissent de quel quartier il s'agit. Donc j'ai fait mon école primaire là-bas, maternelle aussi, j'ai fait le lycée de Tinga. Et après, j'étais un peu têtu, donc mes parents ont décidé de m'envoyer à l'internat. Ouais. Donc j'ai continué mes études au lycée classique et moderne de Bolova. Okay. J'ai fait de la 3e jusqu'en terminale.
Et après, je suis allé en faculté de médecine de 2007 jusqu'en 2014 où j'ai eu mon diplôme de médecin. D'accord. Donc, on peut dire que Claudel Joël Noubissier est médecin de formation et entrepreneur à cet temps. Ça, c'est juste génial. Parce que je pense que tu es le premier mec que je vois, médecin, mais qui est finalement plus connu comme entrepreneur que médecin. En fait, c'est finalement cette casquette-là que les gens reconnaissent plus. Ouais. Et les gens sont même plus étonnés que, mais attends, tu me dis que le gars est médecin et il fait quoi dans l'économie? Il fait quoi dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, etc. Oui, c'est vrai que c'est assez... Peut-être c'est ça qui m'a valu le nom de médecin atypique. Tout à qui fait. a fait l'objet d'un livre. Ouais. Déjà à la base, qu'est-ce qui fait que, avec ton éducation, tu te retrouves à aller vers la médecine? Alors, la médecine n'a pas été un secteur d'activité qui me passionnait. Ok. Là, on va rentrer dans le secondaire. Ok. Donc, moi, au secondaire, j'ai fait la C. Pour ne pas me vanter, j'étais assez brillant dans des disciplines comme les mathématiques. J'ai eu à faire beaucoup de concours internationaux de mathématiques. J'ai même eu un concours pour aller continuer mes études en mathématiques à Clermont-Ferrand. D'accord. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que mes parents n'ont pas voulu que je voyage après le bac. Ok. Donc, pour eux, leur rêve, c'était que dans la famille, il faudrait qu'il y ait un médecin. Ah. Et d'abord, ils estimaient que j'étais trop jeune pour voyager et tout. Donc, pour eux, ils voulaient que je devienne médecin. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en train de faire des concours de préparation en médecine à la faculté de médecine de Yaoundé. J'ai même fait des concours pour aller faire médecine à Madagascar. Et puis, finalement, où j'ai pu réussir, c'était à l'Université des Montagnes, à Baganté, à l'Institut supérieur des sciences et de la santé. C'est comme ça que je me retrouve en train de faire de médecine. Donc, c'est pas que je rêvais être médecin. Mais finalement, j'ai dû l'accepter parce que c'était pour faire plaisir, il faut le dire comme ça, à mes parents. D'accord, ok, très bien. Et à quel moment est-ce que tu te dis que médecin, ok, mais entrepreneur aussi? Alors, déjà que quand j'entre en faculté de médecine, je suis assez choqué par la manière dont il faut procéder pour s'en sortir en faculté de médecine. Moi, je suis très scientifique depuis le secondaire, dans les démonstrations, les mathématiques. On ne récite pas, on comprend, on démontre, on passe au tableau. C'est ça. Et je me retrouve en faculté de médecine où en fait on récite. Et ce n'est pas pour choquer, moi-même je suis un répétiteur en tant que médecin, par définition. Parce que tu as un enseignant qui vient en classe et il leur raconte un certain nombre de choses, il faut rédiger, il faut rentrer à la maison, il faut lire, il faut restituer. Donc c'est un mécanisme de travail et d'apprentissage que je n'ai pas. Ok. Quand je viens du secondaire, parce que je suis plus scientifique. Oui, tout à fait. Et là, je suis dans un rythme qui est tout à fait différent. Et je me rends compte que ce sera difficile pour moi de m'en sortir. D'accord. Mais c'est quand même assez difficile. Pour ceux qui connaissent l'Université des Montagnes, la pension coûte assez cher. Les parents doivent faire une réunion de famille chaque trimestre pour qu'on paye les tranches. Donc, tu te dis, il ne faut pas échouer en fait. Tu n'as pas le droit d'échouer. Mais je n'avais pas aussi envie de devenir le meilleur. Ça ne m'intéressait plus d'être le meilleur. Oui. Donc, c'est que j'essayais d'être moyen. J'essayais de passer, tout simplement. Ce qui n'était pas le cas au secondaire où je voulais être le meilleur. Et en voulant donc passer, je donnais ce qu'on appelle le minimum vital pour passer. Ce qui fait que ça me donnait suffisamment de temps pour apprendre autre chose. Je ne vais pas le cacher. Moi, je ne partais pas en classe tous les jours. Il y a les jours où je ne partais pas en classe. Il y a les jours où je partais juste apprendre l'essentiel. Parce qu'il y avait autre temps que je consacrais pour apprendre l'économie, apprendre le marketing, apprendre l'informatique. Moi, j'étais le dépanneur, le maintenancier des ordinateurs de la fac. Tous ceux qui ont fait la fac avec moi, ils me connaissent. Moi, je dépanne des ordinateurs, que ce soit en hardware ou que ce soit en software. Donc, j'ai toujours eu à développer ces compétences-là. Et puis, quand je suis arrivé en 6e année de médecine, je me suis dit, pourquoi pas? C'est comme ça que je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat en 6e année parce que en 6e année, j'étais en stage. Et quand tu fais le stage, tu n'es plus à l'hôpital. Tu n'es qu'à l'hôpital en fait. Donc tu n'es plus à l'école. Oui, c'est ça. Et quand tu es à l'hôpital, tu finis l'hôpital, tu rentres. Tu as encore plus de temps qu'à l'école. Et puis en 7e année, quand je fais ma thèse, là alors, il n'y a même plus de cours. Et je me dis, pourquoi ne pas entreprendre? Et c'est comme ça que je commence à entreprendre. Je prends goût et je reste à entreprendre jusqu'au jour. Alors, très intéressant. Au nom de quoi est-ce que tu fais cette année de médecine? Tu sors de là et tu ne cours pas aller déposer tes CV à gauche, à droite, comme tous tes copains de l'école. Si je le dis, ce serait malhonnête parce que je l'ai fait aussi. D'accord. Ça veut dire quoi? Je finis la faculté de médecine, je commence à travailler dans des hôpitaux, dans des cliniques. Je fais des gardes où parfois la nuit j'ai 3000 francs, le week-end parfois j'ai 4000 francs. Oui. 3000 francs? Oui, ça veut dire que tu arrives à l'hôpital un samedi matin à 8h, tu gardes. 3000 francs, je précise, c'est 4,50 €. Voilà. Tu fais la conversion facilement. Et que j'arrive à l'hôpital samedi à 8h, je garde jusqu'à dimanche, je sors à 15h et on te donne 3000 francs.
parfois 5 000 francs. Dans des cliniques où parfois, oui, le niveau est parfois UP, ça peut aller parfois à 10 000, d'autres à 15 000, c'est très rare, ces cas de clinique-là. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, bien sûr, j'ai des collègues qui travaillent toujours comme ça. Donc, ce qui fait que je travaille comme ça parce que je n'ai pas le choix. Oui. En attendant le concours d'intégration. Parce qu'au Cameroun, les facultés de médecine publique sont directement intégrées dans la fonction publique. Mais les facultés de médecine privée, comme celle d'où je viens, on doit passer par le concours de la fonction publique. Donc, le concours n'était pas encore programmé. Okay. Donc, je travaillais donc dans les cliniques, des hôpitaux comme ça. En attendant. En attendant. Alors, quand le concours est programmé, je dépose mes dossiers. Puisque moi aussi, je veux le matricule. Je veux la mine d'or, je veux le Saint Graal que tous les étudiants et surtout tous les médecins veulent. Notamment toutes les personnes qui ont eu à finir un cycle secondaire et universitaire. Donc, je fais le concours d'intégration que je ne réussis pas. Heureusement. Et je me rappelle le jour des résultats, j'étais à la garde dans une clinique à Yaoundé qui est située à Etudji. Et quand on me donne les résultats, c'était dans un groupe WhatsApp. J'étais tellement choqué, surtout que j'avais beaucoup de mes collègues qui avaient réussi. Wow. Et je me disais, mais qu'est-ce que je deviens? Et c'est ce jour-là que naît SOS Médecins Cameroun, parce que c'est le même jour où je crée la page Facebook. Parce que le projet, je l'avais déjà rédigé. Et je me dis, en fait, c'est l'entrepreneuriat ou la mort, en fait. Soit tu entreprends, soit c'est fini. Parce que je ne me voyais pas être à l'hôpital tous les jours avec 2 000, 3 000, 5 000. Tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas de lisibilité. Le Saint Graal, je n'ai pas pu l'avoir. Et je me dis, gars, lance-toi. Waouh. Juste, je veux qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus quand même sur c'est quoi être un médecin au Cameroun aujourd'hui. Parce qu'avec le recul, je ne sais pas si tu regrettes ou alors tu penses que c'est la bonne chose que tu ne sois pas entré dans ce milieu-là. Mais c'est quoi la réalité des médecins aujourd'hui? Parce que l'un des critères, l'un des baromètres pour moi, pour évaluer une société, c'est voir comment sont traités les médecins. Parce que je pense que c'est supposé être une profession noble. Oui. Et je veux dire, dans tous les pays au monde quasiment, les médecins sont parmi les personnes les mieux rémunérées. Quelle est la réalité dans nos pays? Alors, je n'ai pas qualité pour parler de tous les médecins. Bien sûr, mais du je système. Je n'ai pas qualité pour parler, même du système. Ok. Mais je vais parler de ma réalité, de la réalité de mon entourage, des personnes avec qui je travaille, de mes collègues. Ils sont assez nombreux. Donc, je peux avoir autorité pour parler de cette réalité-là. Qui ne peut pas forcément se généraliser à tout le monde. Alors, ce que je peux préciser, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs catégories de médecins. Et qui n'ont pas le même statut. Et qui n'ont pas les mêmes réalités. Je vais commencer par les médecins qui ont été formés dans des écoles publiques. Ça veut dire comme la faculté de médecine de Yaoundé, comme la faculté de médecine de Douala, la faculté de médecine de Bamenda, la faculté de médecine de Boya. Bon, c'est vrai qu'avec les problèmes qu'il y a au Nozo, c'est un peu plus difficile chez eux là-bas. Il y a aussi la faculté de médecine de Tcham, mais qui ne fait pas encore sortir de médecins. Alors, eux, ils n'ont pas la même réalité que les autres. Pourquoi je le dis? Parce que eux, par exemple, quand ils finissent la formation, ils sont directement intégrés dans la fonction publique. Et ça, ce n'est pas rien. Ça veut dire que quand ils sont intégrés, ils ont directement un matricule. Même si c'est vrai que ça prend du temps. Il y a certains qui peuvent sortir, ça fait 2 ans, 3 ans avant qu'ils aient un matricule. Et ils peuvent trimer, ça peut être difficile, ils n'ont pas de salaire, parfois ils sont toujours obligés de vivre avec ce que leurs parents leur donnent. Mais au moins ils sont rassurés qu'après un certain temps, ils ont un matricule, où ils auront un certain salaire, même s'il n'est pas forcément conséquent, même s'il tourne autour de 100 et poussière de 1000. Mais ils ont au moins un salaire, ils peuvent travailler, on peut les affecter, ils peuvent progresser dans l'administration, ils peuvent se spécialiser. Parce que la faculté de médecine de Yaoundé, il y a un cycle de spécialisation, c'est ça qu'on appelle comment je peux appeler ça? Il y a le cycle d'internat, il y a le cycle de spécialisation. Donc, ils ont cette facilité à pouvoir intégrer tous ces différents cycles-là. Et je peux dire qu'ils sont plus favorisés. Ça ne veut pas dire que leur situation de médecin est meilleure ou est adéquate par rapport à ce qu'il faut. Mais au moins, il faut préciser ça. Je prends maintenant l'autre cas, c'est ceux qui ont fait les facultés de médecine privées. Ça veut dire, moi, par exemple, j'ai fait l'Université des Montagnes. Il y a certains qui ont fait l'Institut supérieur de technologie médicale qui a abrégé ISTMC à Yaoundé. Ce sont les 2 principales facultés privées. Je prends aussi les médecins qui viennent de l'étranger, qui ont été formés au Togo, qui ont été formés au Mali, qui ont été formés au Sénégal, parfois même en Occident, et qui reviennent au Cameroun, qui veulent aussi exercer. Alors, eux, ils n'ont pas la même réalité. Ça veut dire quoi? Eux, ils ne sont pas intégrés. Ils doivent passer par le concours. Le concours prend 50 médecins, 60 médecins parfois, sur plus de 200. Ce qui fait donc en sorte que les autres qui ne peuvent pas intégrer la fonction publique sont obligés de se battre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains qui vont entrer dans les ONG, encore qu'on n'en prend pas beaucoup. Ils ont un très bon traitement salarial dans les ONG, bien qu'ils travaillent vraiment très dur dans les endroits reculés à risque. Mais ils ont un bon traitement salarial, ça on ne peut pas le nier.
mais ils ne sont pas nombreux. Il y a d'autres qui vont aller dans certaines grandes cliniques, certains grands hôpitaux. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'au Cameroun, on n'investit pas suffisamment dans la santé. Il y a beaucoup d'autres qui vont rester dans un tabou, c'est le chômage. Médecins au chômage. Bien sûr, il y en a tellement. Moi, j'ai des collègues jusqu'à ce jour, 5 ans après, qui n'ont pas d'emploi. Waouh. J'ai des collègues qui touchent 50 000 francs par mois, c'est-à-dire moins de 100 euros. Médecins. Ça veut dire qu'ils travaillent, oui, médecins. Ça veut dire qu'ils travaillent de lundi à vendredi. Ils font 2 gardes par semaine et ils ont moins de 100 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement nombreux à ne pas être intégrés. On a précarisé le travail. Et ce qui se passe, donc, on a précarisé le travail. Ça veut dire que lorsqu'on essaye de les recruter, on sait que voilà, ils ne valent plus grand-chose. Et ça entraîne des dérives exceptionnelles. Et c'est regrettable pour un pays comme le nôtre où il y a beaucoup de demandes. Les médecins sont là, mais on ne peut pas les exploiter. Mais je peux comprendre que ça entre dans un phénomène global de crise économique. Mais même avant cette crise-là, les médecins n'ont pas toujours été les plus favorisés dans notre pays. Il faut aussi le dire, c'est qu'il y a eu une multiplication des facultés de médecine. Et plus il y a de facultés de médecine, plus il y a de médecins qu'on forme. Et ça entraîne une conséquence, c'est que non seulement il y a un problème au niveau de la qualité de la formation qui diminue, il y a un problème au niveau du nombre, oui, et qui n'est pas forcément corrélé avec les structures hospitalières qui sont créées. Et quand on crée plusieurs facultés de médecine, sans créer plusieurs autres hôpitaux pour pouvoir assumer cela et absorber ces médecins. Après, on se retrouve avec des médecins. Il y a la population qui ne cesse de grandir. La population qui a besoin des soins, qui grandit, qui a besoin de médecins, mais il n'y a pas de structure hospitalière et les médecins sont formés. C'est la raison pour laquelle le Cameroun, c'est l'un des pays qui souffre le plus de la fuite des cerveaux et l'un des domaines les plus touchés, le domaine de la santé. Dans le pays dans lequel tu es, par exemple, c'est-à-dire la France, il y a plus de médecins camerounais exerçant en France que dans tout le Cameroun réuni. C'est vrai, c'est vrai, c'est exact. C'est vrai. C'est une statistique. Il y a plus de médecins camerounais en France. Il y a plus de médecins camerounais qui exercent en France par rapport à tous les médecins qui exercent au Cameroun et qui sont inscrits à l'Ordre national des médecins. Ils sont plus nombreux en France. Et c'est un scandale. Parce que les médecins camerounais... c'est vraiment... Parce que les médecins camerounais, ils sont excellents. Bien sûr. Ils travaillent dans des conditions exécrables, parfois sans plateau technique. J'ai envie de dire qu'on devrait vraiment faire une toile d'honneur pour ces médecins-là qui travaillent dans des conditions désagréables, qui sont méprisés au quotidien, qui ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins, mais de qui on attend tout. Ouais. Non, ce que tu dis, moi, je l'ai vécu d'autant plus que j'avais eu un petit souci de santé à la maison un matin. On a appelé les urgences, c'était il y a peut-être 3-4 ans. On m'a amené aux urgences, je n'avais pas vraiment de problème, quoi. Mais bon, mon épouse a un peu paniqué, elle a dit il faut aller aux urgences, il faut aller aux urgences. Donc les pompiers sont venus, m'ont pris, m'ont amené aux urgences. Je suis arrivé aux urgences, on m'a dit attendez monsieur, on m'a pris plein d'examens et tout. En quelques minutes, on m'a dit ok, il faut attendre la chef du service qui va venir vous ausculter et tout. Il y a une dame qui débarque dans l'hôpital, un grand hôpital en France, hein. La chef de service, c'est une Camerounaise. Waouh. Wow. C'est une Camerounaise qui débarque, chef de service du gros hôpital, quoi. Respect, quoi. Maintenant, c'est pour dire que oui, Non, ils sont compétents. Ouais. Ils sont excellents. Ils sont compétents. Nos aînés, j'ai envie de vraiment remercier ces aînés, nos pères qui nous ont encadrés. Ils sont excellents chacun dans son domaine. Mais ils n'arrivent pas à s'exprimer dans notre pays. Parce que les conditions ne leur permettent pas d'exprimer le talent qu'ils ont. C'est ça. Et c'est dommage. Et toi, face à ce constat-là, tu as trouvé en l'entrepreneuriat une voie d'issue. Est-ce que c'était pour toi une voie d'issue en te disant, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est l'entrepreneuriat ou c'est la mort? Ou c'est la mort. Je l'explique. Je me suis rendu compte, et ça va te paraître ironique. C'est dur ça quand même. Je me suis rendu compte qu'il y a certains patients à l'hôpital qui ne souffrent de rien. Je t'explique. C'est un patient qui arrive à l'hôpital. Oui. Tu le consultes, tu vas faire toute ta sémiologie, tu vas scruter son cœur, tu vas palper son foie, tu vas analyser son corps. Tu vas essayer de sortir des syndromes, des diagnostics compliqués. Et pendant que tu es en train de faire tout ça, lui, il t'observe. Parce que en fait, le médicament que tu vas lui prescrire là, il n'a pas besoin de ça. Ce dont il a besoin, c'est de l'argent. En fait, s'il fallait lui faire une ordonnance, sur l'ordonnance, tu devais mettre ordonnance médicale. 1. Argent. 10 000 francs le matin, 10 000 francs le soir pendant 6 mois. Parce qu'en fait, tu es en face de toi. Et il est bien. Oui, il est bien. Si tu fais ça, il est tranquille. Il va guérir. Il n'a pas besoin de paracétamol. En fait, j'ai envie de dire que on a un problème global qui touche toute la population et qui entraîne donc des maladies.
Parce que l'être humain, il est biopsychosocial. On a une partie biologique, il y a une partie psychologique, il y a une partie sociale. Oui. Si tu as quelqu'un qui a un problème dans son environnement social, il a peut-être perdu son emploi parce que la crise économique, parce que la crise des devises, il a son employeur qui ne gagne plus assez d'argent comme avant et qui décide de se le licencier. Il se retrouve donc avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, avec un loyer à payer. Il n'a plus suffisamment d'argent pour assumer tout ça. Voilà une crise sociale qui va entraîner un problème psychologique. Et il va se retrouver à l'hôpital parce que ça a une influence sur le plan biologique. Et quand il arrive à l'hôpital, toi tu lui prescris le paracétamol. Et tu attends qu'il guérisse. Parce que j'ai compris qu'en fait, il y a des patients qui n'ont pas de maladie. Leur maladie, elle est sociale. Leur maladie, c'est dû à leurs conditions de vie. Et je me rendais compte qu'en tant que médecin, j'étais impuissant pour soigner ça. Ouais. C'est pour ça que parfois, je laissais mes connaissances médicales, je discutais avec eux. Et je me suis rendu compte que les autres connaissances que j'ai en dehors de la médecine me permettaient parfois d'apporter des solutions à certains. Parce que j'avais des connaissances en entrepreneuriat, je pouvais les aider peut-être à créer une nouvelle activité, à comprendre qu'ils peuvent continuer d'avoir confiance en eux, à faire d'autres choses pour pouvoir relever le foyer. Parfois, j'allais dans certains foyers, discuter avec certaines femmes, certains enfants, leur faire comprendre qu'en fait, votre pays a telle situation, mais on va y remédier en faisant ceci. En fait, je laissais en fait ma blouse. Je me suis rendu compte que, mais pourquoi ne pas alors offrir cela à grande échelle? Parce que je suis certain qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui rencontrent ce type de problème. Donc j'ai décidé de ne plus être le médecin des maladies, mais le médecin des personnes qui sont en bonne santé apparente, mais qui ont des problèmes qui sont au-delà de la santé. Waouh. C'est un peu ça. C'est toujours de la médecine, mais plus uniquement des prescriptions médicales à l'hôpital. Tout à fait. Tu as pondu ton premier livre. Je ne sais pas si c'était le premier. Lequel? J'ai vendu mon livre. Est-ce que c'était ton premier? Je pense pas. Hein? Déjà, j'ai vendu mon livre, ce n'est pas un livre. C'est pas le titre du livre. Oui, okay. J'ai vendu mon livre. En fait, c'est une idéologie dans laquelle je m'inscris. Qui t'a rendu célèbre quand même? Oui, parce que je l'ai beaucoup utilisé. Les gens l'ont tellement relire. En fait, j'explique le contexte qui me pousse à le publier ou à commencer à utiliser cette expression. C'est là où je me dis peut-être ça a été même très bien que je fasse faculté de médecine. Ouais. Parce qu'en faisant la faculté de médecine, je me suis rendu compte de tellement de tard et mon angle de vue qui était supramédical, parce que moi je n'étais pas seulement médecin. J'étais médecin en faisant autre chose et ça me permettait d'avoir un angle de vue différent. Tout à fait. J'avais par exemple un angle de vue économique. Parce que moi j'ai des connaissances assez poussées en économie. Bien que je n'ai pas eu à faire économie à l'école, je me suis formé en autodidacte et je me rendais compte de beaucoup d'incohérences. Je prends un exemple que j'aime toujours prendre. Il y a par exemple certains médicaments qui sont vendus en pharmacie qui s'appellent des décongestionnants nasaux. Oui. C'est utilisé pour des nourrissons, pour décongestionner les fosses nasales et tout. Et pour moi, c'était une aberration que ce soit importé. Et que ceux qui vendent ça chez nous soient des pharmaciens qui ont eu à faire 7 ans, qui étaient très brillants, qui étaient des majors et qui sont en train de vendre en fait de l'eau salée. Puisque c'est de l'eau salée. Oui. Qu'on vend à 2300, qu'on vend à 3000 francs. Je vais prendre un autre exemple. Moi, quand j'étais en faculté de médecine, dans les premières, deuxième années, on faisait des troncs communs avec des pharmaciens. Et pendant les travaux pratiques, parfois, on fabriquait des médicaments. Mais sauf qu'après la faculté de médecine, ça s'arrête. Les pharmaciens vont en officine, d'autres vont en laboratoire, d'autres font de la recherche. Mais personne n'expérimente plus ce qu'on faisait quand on était en faculté de médecine. Donc, personne ne développe des compétences en industrie pharmaceutique. C'est ça. Je vais prendre un autre exemple encore qui est encore plus ahurissant. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le médecin est le dernier maillon de la chaîne de la santé. Oui. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai fait une petite enquête dans les hôpitaux de la ville de Yaoundé avec un échantillon de 50. Je suis allé dans ces hôpitaux, je rencontrais les médecins et je leur posais une question. Est-ce que vous pouvez me citer 3 médicaments qui sont fabriqués au Cameroun? 90% des médecins n'arrivent pas à citer un seul. Je ne peux pas généraliser l'étude à tout le Cameroun parce que je l'ai fait juste dans 50 hôpitaux. Oui. Mais c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faculté de médecine, quand on nous parle par exemple du paludisme, en parlant du traitement, on va nous parler du traitement uniquement avec des molécules importées. Ce qui fait que le médecin va retenir le traitement avec un médicament importé. Il va retenir ce traitement et il va le prescrire toute sa vie. Et chaque fois qu'il aura un patient qui a le palu, il va seulement prescrire ce médicament-là, qui en fait est produit par une industrie française, italienne, américaine. Il est en train de faire tourner les industries françaises, italiennes, américaines. C'est parce qu'il n'a pas de connaissances en économie. Parce qu'il ne sait pas que en prescrivant ça, ça donne des devises à ces pays-là. Et ces devises-là ont un impact même sur son salaire. Oui. Parce que s'il savait ça, il devait plus s'interroger, est-ce qu'on ne peut pas produire chez nous? Il devait comprendre que les médecins qu'on ne recrute pas là, en fait c'est parce qu'on n'a pas d'argent.
C'est parce qu'on est en crise économique, on n'a pas suffisamment de devises. Le Cameroun ne peut pas se permettre de recruter 1000 médecins là maintenant parce qu'il ne pourrait pas les payer. Sauf que pour pouvoir contribuer à les payer, il faut que les médecins eux aussi soient patriotes. Et pour que les médecins soient patriotes, il faut que depuis l'école, ils puissent comprendre l'importance de le faire. Sauf que dans nos programmes, ce n'est pas inscrit. Quand je m'en vais dans les pharmacies, il y a un document qu'on utilise dans les pharmacies, ça s'appelle le Vidal. C'est un gros dictionnaire dans lequel il y a des médicaments. Ces médicaments sont les médicaments principalement de l'industrie pharmaceutique française. Parce que c'est un livre français. Et c'est lui, ce qui fait que, oui, c'est lui qu'on utilise dans toutes les pharmacies du Cameroun. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est dans un système où on fait tourner uniquement les industries d'autres pays. Mais on va se dire que non, c'est la médecine. Pourquoi tu parles de l'économie? Mais j'ai envie de dire que c'est une aberration. Parce que nos ancêtres étaient pluridisciplinaires. C'est pour ça qu'on les appelait des savants. Oui. Moi, quand j'ai fait par exemple l'AC, tu ouvres le livre de physique, tu vois le nom de quelqu'un. Tu ouvres le livre de chimie, tu vois son même nom. Oui. Tu ouvres le livre de mathématiques, tu vois son même nom. Tu ouvres le livre de sociologie, le livre de philosophie, c'est la même personne. On te dit qu'il a fait des découvertes presque partout. C'est pour ça qu'on les appelait des savants. Aujourd'hui, moi qui suis médecin, quand je parle de l'économie, on me demande de rester concentré. C'est ça. Qu'il faut que tu restes parler de la médecine. On est en train de régresser. Oui. Parce que nos ancêtres étaient plus compétents que nous. C'est ça. Eux, ils étaient pluridisciplinaires. Nous, quand tu veux faire deux choses, on dit que non, tu te déconcentres, il faut que tu fasses la médecine, ne parle plus de l'économie. Est-ce que tu es formé en économie? Mais c'est une aberration, puisque tout est lié. Mais c'est ça qui est drôle, mais tu as tellement raison. Même moi sur la chaîne, quand je parle d'un truc qui a trait au mindset, on te dit que tu n'es pas... Parle de business, s'il te plaît. Tu n'as pas fait la programmation de linguistique. Laisse le reste là, c'est pas ton domaine. Et je me demande souvent que, mais quelle idée de penser qu'il faut se limiter à une connaissance. Alors qu'en réalité, les gens comme Léonard de Vinci, qui était considéré comme un génie, il cumulait tellement de compétences. Et c'est parce qu'il avait beaucoup de compétences que ce qu'il apprenait en design, même Steve Jobs, mais il pouvait l'appliquer dans d'autres domaines. Pour créer Apple, Steve Jobs a mis en œuvre la calligraphie qu'il a apprise, le design qu'il a appris et l'informatique. C'était le couplage de plusieurs disciplines qui a fait qu'il innove, parce que son cerveau connectait plusieurs types de connaissances. Philippe, moi je pense que les gens devraient lire la notice de leur cerveau. Parce que le jour où chacun comprendra la puissance de ce qu'on a dans la boîte crânienne, en fait, ils arrêteraient de poser ces questions et ils comprendraient qu'en fait, on est capable de tout faire. Tout à fait. Parce que tout est lié. Il n'y a pas une chose qui est séparée des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et plus tu fais des disciplines différentes, plus tu as un angle de vue plus grand, plus large, plus pertinent sur un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en faculté de médecine pour comprendre en fait les difficultés et me dire que la seule solution, c'est d'entreprendre. J'ai vendu mon lit. Oui. Le concept donc, c'était de dire... J'ai vendu mon lit, c'est de dire qu'on arrête de dormir intellectuellement. Parce que là, on est en train de dormir depuis des centaines d'années. Donc, il faut se réveiller de ce sommeil intellectuel qui nous pousse à prescrire de l'eau salée importée, à prescrire des paracétamol importés, faits dans les industries européennes, alors que nous, on a la capacité de le faire aussi. Cette absurdité qui consiste à considérer les tradipraticiens comme des incultes, alors qu'eux, ils pratiquent de la science. Ils font plus de la science que les médecins. Et je l'explique très simplement. Le tradipraticien, il va identifier un problème de santé. Ensuite, il va aller dans la nature, essayer de chercher une matière première dans laquelle on peut identifier un principe actif. Il va extraire le principe actif. Il va mettre le principe actif dans un conditionnement. Il va donner ce principe actif aux gens qui ont ce problème. Il va évaluer l'efficacité du principe actif dans la résolution du problème. Et ensuite, il va faire de ça un traitement. Ça, c'est de la science. Tout à fait. Si on voit la méthode de mise sur pied d'un médicament, les process à respecter, on va se rendre compte que à quelques exemples près, il respecte les process. Ce que le médecin ne fait pas, puisque le médecin constate et prescrit ce qui est fait ailleurs à d'autres qui ont eu à faire ces études scientifiques-là. Ce n'est pas pour rien que les pays comme la Chine ont intégré la médecine traditionnelle avec la médecine moderne. Quand tu arrives dans les hôpitaux, tu te rends compte que la médecine traditionnelle fait partie des hôpitaux modernes. Parce que la médecine traditionnelle a sa part à apporter aussi dans la médecine conventionnelle de nos jours. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. Aujourd'hui, on nous parle du paludisme. On nous fait comprendre que le paludisme décime l'Afrique, etc. Oui, c'est vrai. Mais le problème qui se pose, c'est que qui gagne de l'argent avec le paludisme? Ce sont les films occidentaux. Mais on ne nous fait pas comprendre que, en fait, le traitement du paludisme existe depuis plus de 1000 ans. Tout à fait. C'est une plante qui a permis même au Vietnam de gagner les États-Unis. On ne le dit pas suffisamment parce que quand les cow-boys arrivaient au Vietnam et ils avaient le palu, ils ne savaient pas comment se soigner alors que les Vietnamiens buvaient juste du thé ou alors mangeaient cette plante-là. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'en fait, c'est maintenant qu'on vient de découvrir ça. Etc. Et même jusqu'à présent, il y a beaucoup d'études qui démontrent que cette plante doit être validée.
mais l'ONU dit que on n'a pas fait toutes les études, tous les tests, donc on ne prend pas de risque. Principe de précaution. On ne l'utilise pas. Pourtant, il y a une étude au Congo qui a été menée dans les règles de l'art qui montre que cette plante est plus efficace que les ACT qu'on utilise pour traiter le paludisme, que cette plante peut être utilisée en prévention et surtout, elle entraîne moins d'effets indésirables. Tout à fait. Mais c'est un lobby. Et c'est ça l'économie. Oui, bien sûr. Ouais, c'est un lobby. Et toi donc, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat et tu commences par quel secteur? Comment est-ce que tu te retrouves dedans? Et surtout, je veux que tu me parles aussi de ça, ces deux aspects, par quoi tu commences et comment ta famille te perçoit à ce moment-là. Voilà. Alors, par quoi je commence? Je commence par la santé. Ok. Je commence par la santé pour une raison, c'est pour éviter de me faire blacklister par ma famille. Oui, il faut le dire honnêtement. Parce que on ne peut pas avoir saigné autant pour que tu puisses aller à l'école, faire la faculté de médecine, 7 ans, c'est pas évident. Et que quand tu finisses donc de soutenir, tu dises que tu abandonnes pour aller te lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, ce serait un scandale, surtout dans nos familles africaines. C'est clair. Donc, je décide de me lancer en entrepreneuriat, d'abord dans le domaine de la santé. Je ne me suis pas lancé en entrepreneuriat parce que je voulais. C'est parce que j'étais dos au mur. Ouais. J'ai expliqué le contexte, le fait que je n'ai pas eu le concours. Je me retrouvais dans une situation où les conditions n'étaient pas adéquates pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer? J'avais déjà pensé le projet avec un collègue médecin aussi, avec qui j'ai eu à faire la faculté de médecine. Bon, après lui, il a décidé de continuer sa carrière, d'aller se spécialiser. Moi, je me suis dit, ok, moi, je vais continuer le projet. Donc, je lance dans le premier projet SOS Médecins Cameroun. Alors, le principe est simple. Je me dis, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je ne pourrais pas créer un hôpital, créer une structure particulière. J'utilise donc mes compétences que j'ai eu à développer dans d'autres domaines, dans le marketing digital par exemple, pour créer la première page Facebook. Nous sommes en 2014. Je crée la page Facebook et je commence à offrir mes prestations médicales à domicile. C'est-à-dire que j'avais acheté un sac sur lequel j'avais floqué SOS Médecins. Déjà, je donne l'historique de SOS Médecins parce que ce qu'il faut savoir, c'est que SOS Médecins, c'est la propriété de SOS Médecins France. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il fallait d'abord que j'entre en contact avec SOS Médecins France pour essayer de savoir comment est-ce que ça se passe. Donc, pour mettre sur pied dans SOS Médecins Cameroun, je contacte le président de SOS Médecins France. Ouais. J'ai réussi à avoir son adresse email en ligne. Donc, je lui ai écrit, il me répond une semaine après, il m'explique un peu comment ça se passe. Il me parle de leur cahier de charges qu'il faut respecter pour pouvoir utiliser ce nom. Et il me demande d'entrer en contact avec le responsable de SOS Médecins Sénégal parce que c'est un environnement qui est un peu similaire au nôtre au Cameroun. Donc, j'essaye de chercher aussi le contact du responsable de SOS Médecins Sénégal qui s'appelle le docteur Massamba Diop. Et j'entre en contact avec lui, on discute par mail assez longuement, il m'explique aussi comment ça se passe. Donc, j'entre en contact avec plusieurs autres SOS Médecins comme ça, au Sénégal, à Madagascar et tout. Et je me dis, waouh, le concept il est intéressant, je vais aussi le lancer au Cameroun. Bien que je ne respectais pas toutes les conditions, tout le cahier de charges, je me dis, moi je vais apporter une touche d'innovation que eux n'ont pas peut-être eu à apporter, c'est que je vais tout miser sur le marketing digital. Parce que je ne peux pas acheter une ambulance, je ne peux pas avoir un centre de réanimation, je ne peux pas avoir des voitures avec des gyrophares, avec des défibrillateurs et tout le reste. Mais ce que je peux faire, je peux prendre mon sac, je floque SOS Médecins Cameroun, j'achète du matériel pour consulter à domicile, un stéthoscope, un tensiomètre, le thermomètre, etc. Et puis je fais une petite carte où il y a ma photo avec le logo SOS Médecins, médecin et tout. Et puis je communique en ligne, sur Facebook notamment, c'était uniquement ça la plateforme de communication. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens m'appelaient et je partais consulter à domicile. C'est comme ça que naît dans le projet SOS Médecins Cameroun. Waouh! Génial! Et comment tu fais grandir ça? Tu commences à faire ça, oui. Et ça mord tout de suite? Alors, ça mord tout de suite parce que je le fais pendant 4 mois en étant seul. Oui. Et j'avais énormément de connaissances dans le marketing digital. Et à cette époque-là, au Cameroun, ce n'était pas encore quelque chose de très vulgaire comme maintenant où tout le monde se lève et se lance en ligne. Et surtout, c'était la première plateforme médicale qui était en ligne au Cameroun à ce moment donné-là, surtout sur Facebook. Donc, à ce moment, je ne pouvais pas avoir un compte bancaire ici pour pouvoir faire les paiements en ligne. C'était très compliqué d'avoir une carte Visa à ce moment. Mais j'avais mon petit frère qui est aux États-Unis et puis j'utilisais dans son compte PayPal. Donc, c'est son compte PayPal que j'utilisais pour faire les sponsorisations sur ma page et tout. Et puis, les gens me contactaient. Je recevais parfois 30, 40, 50 coups de fil par jour. Ah oui. Des personnes qui voulaient des consultations à domicile. Mais le problème qui se pose, c'est que j'habitais encore chez mes parents. Et j'étais à Itoudi, à Yaoundé. Donc, je ne pouvais couvrir que ceux qui étaient à Yaoundé, en fait. Donc, je faisais en moyenne 2 ou 3 consultations par jour.
Avant 16 heures, ça coûtait 10 000 francs. Et après 16 heures, ça coûtait 15 000 francs. Donc, ça me permettait pas de vivre au début. C'était assez faible pour pouvoir vraiment avoir puisque c'était posé constant. Oui. Tu pouvais parfois passer 2 jours, 3 jours, tu n'as pas de consultation. D'autres jours, tu en as un peu plus. Mais au moins, j'étais tellement content d'avoir pu créer quelque chose. Et les gens me contactent, je m'en vais les consulter. Après, ils sont satisfaits. Ils redemandent mes services encore pour que je puisse revenir les consulter. Alors, quelque chose qui est magnifique aussi avec le marketing digital, notamment dans le domaine de la santé, c'est que quand tu consultes quelqu'un, vous restez en contact. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas à l'hôpital. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à l'hôpital, tu peux consulter quelqu'un, tu lui prescris un traitement et tu ne le rencontres plus jamais. C'est vrai. Alors que dans le marketing digital, qu'est-ce qui se passait? Quelqu'un pouvait m'écrire sur WhatsApp, on discute, on programme un rendez-vous, je m'en vais le consulter et puis directement nous sommes enregistrés en fait. C'est ça. Chaque fois qu'il y a un problème, en fait, il m'écrit. Chaque fait. fois que quelqu'un dans sa famille a un problème, il m'écrit. Chaque fois que son fils vomit, il m'écrit. En fait, ça devient rien qu'à base de lui toute une autre base de données de personnes qui sont ses proches, qui vont me contacter assez régulièrement. Oui. Donc, ça me permettait donc de pouvoir augmenter ma base de données, augmenter les personnes qui me connaissaient et ça me permettait d'offrir dans mes prestations. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il est impossible de progresser en étant seul. Ouais. Parce qu'en étant seul, j'étais surchargé. Ouais. Tu reçois les coups de fil, c'est toi qui dois répondre, c'est toi qui dois être sur Facebook, c'est toi qui dois rédiger les publications, c'est toi qui dois sponsoriser, c'est toi qui dois descendre sur le terrain consulter, c'est toi qui dois référer des malades dans les hôpitaux. Tu ne peux pas tout faire ça seul. C'est comme ça que je contacte donc certains de mes collègues avec qui j'ai eu aussi à faire la faculté de médecine et on décide donc de faire le projet ensemble pour le rendre plus grand. Donc c'est là où on légalise même les documents, on prend un siège. Et puis, ça donne ce que c'est aujourd'hui où on a un siège à Yaoundé, on a un siège à Douala. On a même une représentation en France avec un de nos membres qui s'appelle Dr Ngan. Et qu'est-ce qui se passe? On essaye de développer dans le réseau comme ça en offrant des prestations à domicile, les consultations, les soins, les campagnes de santé, les couvertures sanitaires d'événements. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'il y a une scène qui m'a beaucoup choqué, c'est la mort de Papa Wemba. Ouais. Parce que quand Papa Wemba a chuté pendant son concert, la manière dont ceux qui étaient autour de lui se sont comportés, ça faisait vraiment mal parce qu'ils auraient pu mieux faire et peut-être on aurait pu sauver sa vie s'ils avaient eu des gestes de première urgence efficaces. Donc la couverture sanitaire d'événements, c'est une prestation que nous offrons aussi. C'est-à-dire quand les gens organisent des marches, des concerts, des anniversaires, des mariages ou même des obsèques, où il y a beaucoup de personnes qui se réunissent au même endroit, surtout quand il y a beaucoup d'émotions. S'il y a un problème, on est un professionnel qui peut rapidement intervenir, poser les actes d'urgence qu'il faut, parce que ce sont ces actes qui sont les plus importants avant de le référer dans la structure hospitalière la plus appropriée. Donc voilà quelques prestations qu'on offre, bien sûr en plus des prestations en ligne, notamment des conseils en ligne. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 personnes qui nous ont déjà contactés en 5 ans pour des conseils en ligne, notamment sur WhatsApp, sur Facebook, ou même sur certaines applications mobiles partenaires comme e-santé. Waouh! Et ta famille se dit quoi? Alors, la famille au départ ne comprenait pas. Parce que, comme tout parcours d'entrepreneur normal, c'est que ta famille te dit, mais mon frère, tu as fini la faculté de médecine, nous on veut que tu ailles continuer des études aux États-Unis ou au Canada, où on veut les médecins. Surtout que ton petit frère même déjà là-bas, il t'attend. Et toi, tu dis que tu veux consulter à domicile, tu gagnes 10 000, 5 000 par-ci, tu vas réussir comment? L'environnement ne permet pas, laisse tout ça et va-t'en. Donc, j'ai eu un gros conflit avec mes parents par rapport à ça, qui m'a même poussé à quitter la maison et aller vivre tout seul. Parce que j'avais tellement foi en mon projet que je me suis dit, s'il faut que je me sépare de mes parents pendant un moment, je vais le faire. Et je me suis séparé d'eux jusqu'aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas apprécié ça au début, mais je pense qu'après, après 1 an, après 2 ans, après qu'ils aient vu que les résultats étaient de plus en plus visibles, ils se sont dit, oh, pourquoi pas? Peut-être l'enfant a trouvé ça. Ouais, parce qu'au final, c'est ce qu'on voulait pour lui. C'est ce qu'on veut. Donc, s'il réussit à le faire ici, ça veut dire que pourquoi pas le soutenir, même si on l'a abandonné à un moment. Alors, du coup, ça c'est génial, mais après ça, à quel moment est-ce que tu décides de. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas dit au début, mais dans ta présentation, tu as été aussi assez modeste. Aujourd'hui, tu as une société Startup Academy, qui forme des entrepreneurs. Oui. Tu as d'autres sociétés d'ailleurs dont tu ne nous as pas parlé. À quel moment est-ce que tu décides donc de te dire ok, c'est bien tout ça, mais je veux et je peux plus? D'accord. Alors là, nous sommes en fin 2015. Ouais. Donc en fin 2015, je côtoie beaucoup de jeunes, soit ceux qui viennent consulter, soit d'autres que je rencontre lors des événements, parce que là, je suis déjà médecin.
Donc, je peux gérer mon temps, je peux voir un événement qui parle d'entrepreneuriat, j'y vais, je peux aller essayer de rencontrer d'autres aînés, discuter avec eux. Et puis quand je suis dans cet environnement entrepreneurial, je me rends compte qu'il y a un gros souci parce que les jeunes veulent se lancer et pensent qu'il faut des milliards pour se lancer. Les jeunes veulent se lancer et n'ont parfois pas le minimum vital sur le plan des connaissances entrepreneuriales qu'il faut pour se lancer. Et moi, j'observais dans mon expérience avec SOS Médecins. En fait, je voyais comment j'ai procédé. Et je n'avais pas les milliards, mes parents n'ont pas les milliards. Même s'il fallait les milliards, c'est que j'aurais abandonné, s'il fallait forcément les milliards. Et je comprends que non, en fait, on peut débuter avec très peu. Parce que moi, j'ai débuté avec très peu. C'est ça. Moi, je prenais l'argent dans mes gardes pour pouvoir financer mon projet. Au début, c'est vrai que ma maman m'a soutenu, elle m'a donné pratiquement 300 000 francs. Ça m'a permis d'acheter le premier matériel pour consulter à domicile. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on peut débuter sans forcément avoir les milliards. Et je voyais des jeunes qui avaient des projets, tu lui demandes, il te faut combien? Il te dit, il faut 16 millions. Tu fais quoi avec 16 millions? Et je me disais donc, bon, je pense que dans cet environnement, si j'ai aussi mon mot à dire, parce que mon expérience n'est pas de 100 ans, mais la petite expérience que j'ai, les résultats que j'ai, je pense que je peux transmettre mes connaissances à d'autres jeunes. C'est comme ça que je crée donc Startup Academy en février 2016. Alors, Startup Academy commence à SOS Médecins, parce que je n'avais pas encore des bureaux où je pouvais le faire. Je décide dans SOS Médecins d'organiser des conférences gratuites où je demande, où les premières publications étaient même sur la page Facebook de SOS Médecins. Je demande aux jeunes de venir et on va parler entrepreneuriat. Donc ils viennent gratuitement, c'était des séances 2 fois par semaine. Je travaillais avec eux, ça me permettait aussi de travailler ma manière de transmettre, de roder mon discours, de voir les thématiques qui intéressent les gens. Je l'ai fait pendant pratiquement 8 éditions, et puis je me rends compte qu'ils sont très intéressés. Je me rends compte qu'ils en redemandent. Certains sont même prêts à payer pour la suite. Je me dis attention, problème égale opportunité d'affaires. Forcément. Et je me dis non, il faut que je lance quelque chose de plus officiel, de plus grand pour pouvoir développer donc ça. Et c'est comme ça que je me dis d'accord, je vais lancer Startup Academy. Donc mes collègues médecins sont un peu gênés par rapport à ça parce qu'ils estiment que bon, ce n'est pas de la médecine, on ne peut pas quand même faire ça dans la médecine et tout. Je me dis bon, ok, vous avez quand même raison, je ne peux pas m'inscrire, il ne faut pas confondre les choses, ça peut faire en sorte qu'il y ait une confusion. Et je décide donc de créer la page Startup Academy pour développer dans ce projet à part entière. Mais le problème que j'avais, c'était lequel? C'est que comme tout médecin, on aime être incognito. On aime être en arrière, en background. On ne veut pas que les gens nous connaissent. Parce qu'on a dit dans la déontologie ou dans l'éthique médicale que la médecine, on ne fait pas la publicité et tout. Et c'est là où je dis qu'en fait, les médecins doivent se former dans d'autres domaines. La médecine, avec le code de déontologie et l'éthique, oui, la publicité, ce n'est pas permis, mais il y a une différence entre la publicité et le marketing. Ce n'est pas la même chose. C'est une nuance importante, parce qu'une structure hospitalière peut faire du marketing. Sauf que comme on ne connaît pas la nuance entre les deux, on ne fait rien. Oui. Et moi, je me suis dit non, je vais travailler sur mon personal branding, améliorer mon branding et le marketing sur ma personne pour que ça puisse fonctionner à Startup Academy. Parce que là-bas, il fallait qu'il y ait un visage qui soit devant. Et c'est là où je décide, c'est vrai que j'ai réfléchi pendant une semaine pour voir si je devais le faire ou pas, de créer ma page officielle. Parce qu'avant, j'avais aussi mon petit profil où je mettais mes photos, comment on est en train de boire, danser et faire tout. Mais je me dis non, il faut que je professionnalise en fait tout ce que je fais. Parce que si je veux déjà transmettre une information, former des jeunes, il faut que j'ai qualité. Et il faut que mon message corresponde avec ce que je représente. C'est comme ça que je crée dans ma page officielle. Et puis, je crée la page Startup Academy. Et je commence à organiser des conférences. C'est là où naît donc Startup Academy, qui est le projet qui certainement a eu le plus grand impact de tous les projets que j'ai, parce qu'aujourd'hui on a déjà accompagné plus de 5000 jeunes. On a déjà plus de 50 entreprises qui ont déjà été créées par des jeunes qu'on a formés, en plus de nos propres entreprises nous-mêmes qu'on a créées à travers Startup Academy. Donc Startup Academy aujourd'hui, c'est une industrie qui forme des jeunes, qui forme des entrepreneurs, qui forme et surtout qui sensibilise sur les enjeux de l'entrepreneuriat, du patriotisme économique et surtout les astuces élémentaires qui permettent d'entreprendre avec très peu d'argent. C'est pour ça que notre slogan, c'est l'art d'innover sans diplôme. Parce qu'il y a aussi une maladie chez nous que j'appelle la diplomite. L'infection causée par une abondance de diplômes mais sans consistance intellectuelle. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'école pour chercher les diplômes, mais ils sortent avec les diplômes sans connaissance. C'est ça. Et ils se présentent tous les jours, je suis docteur en ceci, docteur en cela. Mais quand tu causes avec eux pendant 3 minutes, 10 minutes, tu te rends compte qu'en fait, ils sont creux sur le plan de la consistance intellectuelle.
Donc, et c'est aussi un message que je passe à ceux qui n'ont pas eu les opportunités pour pouvoir faire de grandes études. Parce que chez nous, c'est monnaie courante. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui étaient très compétents, mais ils n'ont pas eu peut-être l'accompagnement qui leur permet de faire des études. Ouais. C'est aussi pour leur montrer que même s'ils n'ont pas eu à faire des études, ils peuvent s'en sortir dans notre société et il y a des moyens de le faire. Waouh, waouh. Ok, très bien. Aujourd'hui, j'imagine que quand tu consacres du temps à Startup Academy, Oui. je viens de comprendre que tu avais créé ta propre marque. Oui. Tu es toujours très élégamment habillé. Pourquoi tu penses à créer une marque de vêtements? Alors, pour bien faire l'historique de la marque de vêtements, je vais un peu revenir sur mon parcours bibliographique ou à tous les livres que j'ai eu à publier. Parce que c'est une étape qui est aussi importante. Oui, je voulais qu'on en parle. Alors, je commence par SOS Médecin. Quand j'étais à SOS Médecin, il y a un livre que j'ai publié qui s'appelle Stop à cette mensonge sur le VIH-Sida. Peut-être on va en reparler tout à l'heure. Oui. Quand je crée Startup Academy, quand je transmets mes connaissances aux jeunes, ils se rendent compte que c'est pertinent. Mais à la fin, ils me demandent toujours, est-ce qu'il n'y a pas un support? Est-ce qu'il n'y a pas un livre qu'on peut lire pour pouvoir approfondir? Et là, je me dis, bon, il y a une opportunité. Je décide de publier Le jeune entrepreneur africain, dans lequel je parle un peu de comment entreprendre en Afrique, parce que l'environnement de l'Afrique, il est différent de l'environnement d'autres pays. Et il faut comprendre cet environnement pour mieux entreprendre. Alors, après Le jeune entrepreneur africain, je décide de publier un autre qui s'appelle La fonction marketing à l'hôpital, pour aider les structures hospitalières et leur faire comprendre qu'il y a une différence de la publicité et le marketing. Vous pouvez faire du marketing, surtout lorsque dans le domaine de la santé, c'est déjà autant concurrentiel. Oui. Ensuite, je décide de publier un médecin atypique, parce que tous les jours, on me disait que tu es atypique, tu fais la santé, pourquoi tu parles du marketing, pourquoi tu fais les conférences et tout. Je dis, bon, ok, je vais vous raconter mon histoire dans un livre pour que peut-être ça puisse vous inspirer. Et le dernier que je publie s'appelle Les 100 idées de projet à débuter sans financement au Cameroun. Alors, pourquoi je décide de créer la marque? La marque qui s'appelle Sur Mesure. En fait, ça découle de mes conférences. Et si je peux dire quelque chose, même si ce n'est pas le moment de donner les conseils, c'est que je recommande à tous ceux qui ont des compétences de donner des conférences. Parce que le jour où il ne faut pas qu'ils comprennent ça tard. Moi, les conférences m'ont permis d'avoir tout le relationnel que j'ai aujourd'hui. Tout ce que je connais aujourd'hui, qui sont des valeurs sûres dans tous les projets que je fais, je les ai rencontrés pendant les conférences. Pourquoi? Parce que quand je faisais les conférences, j'avais un rituel. C'est que moi, quand j'étais à l'internat, on m'appelait Douk Saga, parce que j'ai toujours été intéressé par le vestimentaire et tout. Mais je ne comprenais pas encore le patriotisme économique à ce moment. J'étais l'agent publicitaire des marques étrangères. Oui. Mais quand j'ai compris le patriotisme économique et que pendant mes conférences, je me disais, ok, il faut que j'ai un nouveau vêtement à chaque conférence. Comment faire? Je partais donc dans un quartier de Yaoundé qui s'appelle la Briqueterie. Et j'ai rencontré un couturier, je lui disais, fais-moi un vêtement, j'ai une conférence. Il me faisait le vêtement qu'il voulait et puis je partais faire la conférence avec. Sauf que je m'étais rendu compte de quelque chose, c'est que tu fais une conférence, il y a 100 personnes, 150, 200, parfois plus. Et à la fin, les gens te demandent, comment faire pour avoir ton vêtement? Et là, je me dis, mais attention, ça veut dire que les gens sont intéressés par ça. Et quand je m'en vais maintenant le rencontrer, je lui dis, désormais, quand tu vas faire mon vêtement, il faut écrire dessus, Sur Mesure by Claudel Numbissier. Je décide que ça va être ma marque désormais. Donc quand il me fait le vêtement, il écrit ça dessus. Et je dis maintenant aux gens qu'en fait c'est ma marque. Et quand les gens maintenant viennent me voir comment faire pour les avoir, ils passent les commandes, je prends mes commissions, je lui donne les coûts, le vêtement et puis moi je livre. Mais le problème c'est que Sur Mesure by Claudel Numbissier, c'était trop long, c'était pas esthétique. C'est comme ça qu'on réduit nombre, on met ça en 2 lettres, SCM. Et puis après, il y a des femmes qui demandent, il n'y a pas aussi pour les femmes? Je dis, mais bien sûr qu'il y a pour les femmes. Il y a toujours. Il y a pour tout le monde. Même les enfants. Et s'il n'y a pas pour les enfants, est-ce qu'il n'y a pas les chaussures? Est-ce qu'il n'y a pas les sacs? En fait, je me dis, attention, il faut donc créer toute une marque. Ouais. Pas seulement une marque de vêtements. C'est comme ça qu'on commence à faire des vêtements, des chaussures, des sacs, des accessoires et tout ce qu'on peut imaginer qui a trait à la mode. Et tous nos produits sont entièrement fabriqués au Cameroun par nos artisans. Parce que je ne peux pas prôner le patriotisme économique et ne pas m'habiller, et ne pas porter une chaussure fabriquée localement. Ce serait en psychologie ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Donc c'est comme ça que je crée dans la marque. On va revenir sur le patriotisme économique tout à l'heure. C'est une notion qu'il faut que tu développes. Oui, c'est très important. C'est super important. C'est comme ça que je crée dans la marque Sur Mesure qui aujourd'hui propose tous ces types de produits et de services-là qui sont entièrement fabriqués localement. On trouve ces produits où? Alors les produits actuellement sont uniquement sur notre page. Pub. Ça veut dire qu'on a une page Facebook qui s'appelle Sur Mesure by Claudel Numbissier. Ouais. Dans quelques semaines, on aura un site internet parce que la diaspora nous intéresse beaucoup. Parce que nos produits sont artisanaux, sont faits de façon artisanale. Et la particularité de l'artisanat, c'est que ça coûte cher.
Et ceux de la diaspora Comprends. ont une plus grande facilité de pouvoir acheter les produits qui coûtent un peu plus cher, surtout lorsqu'on a eu à prendre du temps pour améliorer la qualité du produit. Donc le produit est disponible uniquement d'abord sur la page Facebook et le site internet sera disponible dans quelques semaines avec les autres modalités et même un shop qu'on devrait ouvrir à la fin de cette année. Super. Et ça c'est pour la marque sur mesure. Alors, du coup, tu as fait un peu le descriptif assez rapide. Je veux que tu nous parles un peu de tes livres. Est-ce que tu voulais passer comme message dessus, notamment peut-être les premiers? Tu as commencé par 7 mensonges sur le VIH-Sida. Oui, attention. Hein. Stop assez de mensonges sur le VIH-Sida. Bon, après, il y a beaucoup de personnes qui parlent du VIH en disant il y a beaucoup de désinformation. En fait, il y a beaucoup de désinformation et moi, je ne peux pas raconter ma vie. Parce que j'ai eu à faire la médecine, j'ai appris la science, j'ai appris la méthodologie. Donc je ne peux pas parler de quelque chose que je ne peux pas démontrer avec des références scientifiques qui sont reconnues sur le plan international. Ce n'est pas un débat de quartier. Tout à fait. Donc si je dis quelque chose, c'est pas une question d'opinion. C'est pas mon opinion personnelle. Quand je dis quelque chose, c'est que je peux le démontrer avec des références internationales. Ce n'est pas les références du Cameroun ou ce ne sont pas mes études personnelles que j'ai menées. Alors je vais prendre un exemple. Moi, quand j'étais en faculté de médecine, il y a beaucoup de choses qu'on nous disait concernant le VIH-Sida. Moi, j'ai dit la faculté de médecine, c'est une faculté de récitation. Ça peut choquer, mais c'est le cas. Ça veut dire qu'on nous apprend, nos maîtres nous apprennent et nous on récite. Parfois, on peut aller un peu chercher sur le net. Mais si le maître dit que ce que tu as cherché sur le net, ce n'est pas ça, tu vas faire ce que le maître dit. Sinon, tu ne réussis pas. Alors, moi, on m'a dit en faculté de médecine que le sida se transmet sexuellement. Ça veut dire quand tu as un rapport sexuel non protégé, tu peux être infecté. Et j'ai d'accord. On m'a fait comprendre en faculté de médecine que quand on te fait le test du VIH, si le test est positif, il faut qu'on te mette sous traitement. Bon, avant, il y avait ce qu'on appelait le bilan pré-thérapeutique, mais au Cameroun, ce n'est plus effectif parce qu'il y a eu une note ministérielle qui a suspendu ce bilan. Parce qu'avant, quand on te faisait un test, on le confirmait s'il était positif. Il y a un bilan qu'on faisait, qu'on appelait le bilan pré-thérapeutique pour savoir si tu es éligible au traitement ou pas. Et c'est après ce bilan qu'on devait voir si on te met sur antirétroviraux ou ARV ou pas. Actuellement, il n'y a plus ce bilan. Donc, quand tu es confirmé positif, on te met sous traitement. Alors, moi, j'ai rencontré certains cas dans les hôpitaux qui étaient en déphasage avec ce que j'ai appris en faculté de médecine. Je vais prendre quelques exemples. J'ai rencontré des couples qui vivaient depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans, dans lesquels l'un est séropositif, l'autre est séronégatif. Ils ont des rapports sexuels non protégés depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois plus de 8 ans. Et l'un n'a jamais contaminé l'autre. En médecine, on appelle ça les couples sérodiscordants. Et pour moi, ça me semblait étrange. Parce que je ne comprenais pas comment on nous dit que le sida est sexuellement transmissible, ou plutôt le VIH. Et qu'un couple où il y a quelqu'un qui soit séropositif, il a des rapports non protégés avec quelqu'un qui est séronégatif pendant des années, et il ne contamine pas la personne. Bon, après, on nous a fait comprendre que c'est les couples sérodiscordants, on nous a raconté un certain nombre de choses. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. C'est vous les maîtres. Deuxième chose, je me rendais compte qu'il y a certaines personnes qui avaient des tests rendus positifs mais qui n'avaient pas de VIH. C'est-à-dire que c'est des personnes, on leur fait le test et le test est rendu positif alors que ça n'a rien à voir avec le VIH. Et quand j'ai mené dans des enquêtes et des études, je me suis rendu compte qu'en fait, il existe 66 facteurs qui peuvent rendre un test de VIH positif et qui n'ont rien à voir avec le VIH. Je vais citer quelques-uns. Il y a la grippe, il y a le paludisme, il y a la tuberculose, il y a les transfusions sanguines, il y a les rapports sexuels anaux, il y a certaines infections comme l'infection à chlamydia, comme l'infection à herpès, il y a les vaccins comme le vaccin antitétanique, comme le vaccin contre l'hépatite B. Il y en a 66 comme ça que je liste dans le livre, qui sont référencés. Ça veut dire que c'est des études qu'on a menées dans au moins 3, parfois plus de 5 pays, qui démontrent que ces facteurs-là peuvent rendre un test de VIH positif. En médecine, on appelle ça des réactions croisées ou des faux positifs. Après la première raison, je me rendais compte qu'à l'hôpital, je rencontrais certains cas qui étaient différents de ce qu'on nous avait enseigné à l'école. Le premier cas, ce sont des couples sérodiscordants, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et le deuxième cas avait trait au test lui-même. Alors, il y a beaucoup de choses que peut-être les gens ne comprennent pas. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les tests qu'on utilise pour diagnostiquer le VIH, ce ne sont pas des tests qui détectent un virus qui est dans le sang et que le test a identifié le virus et le test montre que voici le virus que j'ai trouvé. Le virus du sida. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le cas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les tests sont beaucoup plus orientés, surtout les tests qu'on utilise lorsqu'on fait des campagnes de dépistage et les tests rapides qu'on fait en général.
Ce sont des tests qui détectent en médecine ce qu'on appelle des anticorps, c'est-à-dire des substances que l'organisme produit pour pouvoir lutter certains gènes qui peuvent être des virus ou autres. Le problème qui se pose donc, c'est lequel? C'est le fait qu'il y a certains facteurs qui peuvent entraîner la production de ces mêmes anticorps et rendre le test positif, parce que le test détecte ces anticorps, mais faussement positif. C'est ça qu'on appelle les faux positifs ou encore les réactions croisées. Et ça peut se produire avec 66 cas différents. J'ai cité la grippe, j'ai cité le paludisme, j'ai cité la tuberculose, j'ai cité le vaccin contre l'hépatite B, le vaccin contre le tétanos, j'ai cité les transfusions sanguines, j'ai cité les rapports sexuels anaux. En fait, ce sont des conditions médicales qui peuvent entraîner à elles seules une positivité du test du VIH qui serait donc un faux positif ou une réaction croisée et qui n'a rien à voir avec le VIH. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas mon point de vue. Tout à fait. Ce n'est pas mon étude que j'ai menée moi. J'ai des références pour toutes ces études-là et ces références ont été publiées dans les plus grandes revues internationales et ne sont contestées de personne, même pas des fabricants de tests. Parce que dans le livre, je mets les extraits de notices des tests et même les fabricants eux-mêmes admettent que ce sont des éléments qui peuvent se produire en citant même parfois certaines de ces maladies. Mais le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on observe en fait ces maladies, on se rend compte que ce sont des maladies qui touchent beaucoup plus ceux qui sont en Afrique. Surtout quand je prends les maladies infectieuses comme la tuberculose, comme le paludisme. Alors, la deuxième chose qui se pose, c'est quoi? Je vous ai dit que quand on fait un test à quelqu'un, normalement, avant, on faisait un bilan pré-thérapeutique. Oui. Et après le bilan, qu'on pouvait savoir si la personne est éligible au traitement ou pas. Actuellement, au Cameroun, on ne le fait plus ce bilan. Parce qu'il y a un des ministres qui avait décidé de suspendre ce bilan-là. Désormais, on vous met directement sous traitement. Mais c'est un problème. Parce que désormais, on va faire un test à quelqu'un. On va faire une confirmation du test. Je tiens à préciser que les facteurs qui peuvent rendre le test positif sont valides pour les tests de diagnostic rapide, y compris les tests de confirmation. Ils ne sont pas exclus dans ce que j'appelle les réactions croisées. On va faire un test à quelqu'un. On va confirmer son test. Et on va directement le mettre sous arrêt. En aucun moment, on va se poser la question, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une réaction croisée? À quel moment on procède pour pouvoir mettre sur pied une démarche pour exclure une réaction croisée? Tout à fait. Pourtant, les réactions croisées, notamment les facteurs qui entraînent ces réactions croisées, on les retrouve beaucoup plus en Afrique. Et c'est un problème. Donc, en fait, quand je dis mensonge au niveau du livre, c'est juste marketing. Il faut que les gens se forment en marketing. Mais en réalité, ce ne sont pas des mensonges, ce sont des faits sur lesquels on ne communique pas suffisamment. Ce qui fait qu'il y a des gens donc, qui sont victimes de ces réactions croisées, d'autres se suicident. Moi, j'ai été témoin des personnes qui ont été diagnostiquées séropositives et qui se sont suicidées. Wow. Et ça, c'est un scandale. Parce que parfois, ça peut être une réaction croisée. Mais on ne mène pas la démarche qui permet d'identifier s'il s'agit de cela ou pas. En fait, dans le livre, c'est de cela que je parle. Donc, je ne parle pas de mon point de vue, je ne parle pas des choses du quartier. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas le traitement. Je ne vais pas dire là que j'ai un médicament que je donne aux gens. Puis quand ils sont malades, je leur donne pour les soigner. Moi, je ne fais pas, je ne vends pas les médicaments. Je parle de la science. J'essaye de faire en sorte qu'on lève le débat, qu'on puisse en débattre et trouver des solutions. Parce que nous sommes dans une mafia dans laquelle nous, on ne bénéficie de rien. Nous sommes juste malades. Et c'est à nous qu'on prescrit les médicaments. Qu'on a fabriqué. Et les autres, eux, ils gagnent de l'argent. Les autres, eux, ils prospèrent économiquement. Les autres nous donnent des subventions pour nous dire que non, allez faire les recherches, allez faire ceci. Mais après, au final, non, on ne profite de rien. Donc, il faut que nous aussi, on se remette en question. On se dise, est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas revoir même la définition de ce qu'on appelle séropositif. Et ça, c'était ton premier livre? Ça, c'était le premier livre. Ensuite, tu as fait un deuxième livre. Le deuxième livre, c'est le jeune entrepreneur africain. En fait, moi, j'ai eu à donner des cours dans les universités au Cameroun. Et je me rendais compte que les étudiants dans les universités qui font le marketing, qui font la communication, qui font le management, qui font des MBA, en fait, ils sont en train d'apprendre en utilisant des livres qui viennent des États-Unis, qui viennent de la France. Ce n'est pas mauvais. Moi aussi, j'ai lu des livres qui viennent des États-Unis, qui viennent de la France. Ça permet de s'inspirer de ce que les autres font, parce que la science, elle est universelle en réalité. Oui. Mais l'entrepreneuriat a des spécificités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un contexte environnemental, social, économique, culturel, spécifique à chacun des environnements où on se trouve. Tout à fait. Donc, tu ne pourrais pas être au Cameroun
est en train d'apprendre l'entrepreneuriat, le marketing, la communication, avec un livre écrit aux États-Unis par quelqu'un qui ne connaît pas où le Cameroun se trouve. C'est-à-dire qui ne comprend pas le contexte environnemental, social, culturel du Cameroun. Je vais prendre un exemple pour bien expliquer. Le Cameroun a réussi un exploit, c'est-à-dire faire en sorte que le Larousse décide d'améliorer la définition d'un terme dans le dictionnaire Larousse 2020. Ah ouais? Le terme s'appelle le piment. Oui, si tu vas dans le Larousse 2020, tu tapes le terme piment. Dans la définition, il y a une partie où on met spécificité camerounaise et on parle donc de la prostitution. Non. Oui, c'est dans le Larousse 2020. Si une Camerounaise dit « je vends le piment » et il faut traduire ça en anglais, on va dire quoi? On va traduire comment? Supposons qu'un Anglais vienne au Cameroun. Oui. Il suit comment une fille dit « je vends le piment » et il veut traduire ça en anglais. En fait, je suis sûr, à coup sûr, qu'il va se tromper. Oui. Il va se tromper dans la traduction parce que ça peut signifier plusieurs choses différentes Oui. au Cameroun. Aux États-Unis, ça ne signifie pas la même chose. En Grande-Bretagne, ça ne signifie pas la même chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir entreprendre dans un environnement pareil si tu ne comprends pas les mentalités, si tu ne comprends pas les comportements, si tu ne comprends pas la culture, si tu ne comprends pas le jargon local. C'est pour ça que je me suis dit, on ne peut pas continuer d'apprendre l'entrepreneuriat, d'apprendre le marketing, d'apprendre toutes ces techniques qui fonctionnent peut-être dans ces pays-là, mais qui au Cameroun, soit on doit les tropicaliser, soit on doit créer nos propres techniques qui correspondent à notre environnement. Dans le jeune entrepreneur africain, c'est de présenter dans l'entrepreneuriat adapté à l'environnement africain, notamment d'Afrique subsaharienne, et avec les techniques qui permettent à un jeune de pouvoir entreprendre sans avoir forcément des milliards. Ça, c'est le deuxième livre de jeune entrepreneur africain. Ok. Le troisième, c'est la fonction marketing à l'hôpital. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les médecins confondent la publicité et le marketing. Je vais prendre un exemple. Chaque fois qu'on parle d'une structure hospitalière au Cameroun sur Internet, c'est toujours lorsqu'il y a un scandale. Oui. On va vous dire, les bébés ont été volés dans tel hôpital. On va vous dire, dans tel hôpital, l'autre voulait entrer. On l'a bloqué à l'entrée parce qu'elle n'avait pas d'argent. On va vous dire qu'on a confisqué quelqu'un à l'hôpital pendant 1 mois parce qu'on l'a soigné, il ne veut pas payer. Ça dégrade la valeur perçue que les gens ont des structures hospitalières, ce qui est extrêmement dangereux. On a eu à mener une étude auprès des Camerounais de la diaspora pour essayer de savoir quelles sont les principales raisons pour lesquelles ils ne veulent plus venir rester définitivement au Cameroun. La première raison, c'est le système de santé. Parce qu'ils se disent que s'ils ont un problème de santé, ils sont foutus. Ils sont foutus en fait. Ouais. Et ça participe à ça. Parce que chaque fois quand ils voient sur Facebook, on dit qu'il y a un enfant qu'on a volé, il y a tel qu'on a chassé à l'hôpital, il y a tel qui est mort, il y a eu telle erreur médicale, etc. Quand ils ont l'habitude de voir, ils se disent, mais en fait, c'est un enfer ce pays. C'est-à-dire que si j'arrive là-bas, même si j'ai les moyens et je tombe malade, en fait, je peux mourir juste parce que peut-être ils sont incompétents, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste parce que les structures hospitalières ne font pas de marketing. Je vais te prendre un exemple de marketing. Il y a une émission magnifique en France qui passe sur TF1 qui s'appelle Baby Boom. C'est une émission formidable. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est du marketing hospitalier. Tout à fait. Pourquoi? Parce que tu ne vas jamais entendre parler dans cette émission de quelqu'un qui est mort. On ne va pas te dire qu'une femme est venue à l'entrée, on l'a chassée. On ne va pas te dire que quelqu'un est venu, on ne l'a pas soigné. Tu ne vas pas voir une femme qui gifle une parturiente parce qu'elle lui dit pousse, pousse. Non, les gens sont gentils. Les gens sont posés, les gens sont propres, les gens se lavent les mains tout le temps. C'est du marketing hospitalier. Parce qu'à force de voir cette émission, ça fait en sorte que quand une femme va tomber enceinte, elle va se dire, mais attention, il faut que j'aille dans cet hôpital parce qu'il s'occupe bien des gens. Tout à fait. On ne dit pas que les gens meurent là-bas, il n'y a pas un hôpital où les gens ne meurent pas. C'est du marketing hospitalier. Mais nous, on ne le fait pas. Nous, on s'attend à ce que ce soit le bouche à oreille qui le fasse pour nous. Sauf que ce bouche à oreille parle de nos structures uniquement quand il y a le scandale. C'est ça. Je vais prendre un dernier exemple pour conclure. C'est le fait qu'il y a un hôpital au Cameroun qui s'appelle le Cracher. C'est à côté de l'hôpital général à Yaoundé. Cet hôpital a le plus haut plateau technique de toute l'Afrique centrale en ce qui concerne la fécondation in vitro. Il y a des femmes de 55 ans qui accouchent là-bas toutes les semaines. On n'en parle jamais dans les médias. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de marketing hospitalier. Parce que si on faisait ce marketing hospitalier, les gens devraient comprendre que en fait, les médecins camerounais, malgré leurs conditions de travail, ils sont excellents. Ils font des prouesses au quotidien, malgré les conditions médiocres. Mais comme on ne fait pas de marketing hospitalier dessus et qu'on en parle uniquement lorsqu'il y a le scandale, parce que le jour où quelqu'un va venir là-bas et on ne va pas le recueillir à l'entrée, ou on va pas l'accueillir à l'entrée pour toute autre raison que je ne voudrais pas savoir, on va en parler, on va publier sur Facebook et puis ça va faire le scandale. Alors que s'il y avait un marketing hospitalier, quand ces cas devaient arriver, qui ne sont pas courants, on devait se dire non,
ils font quand même du bon travail. Ça peut arriver qu'ils puissent avoir des erreurs. L'erreur est humaine. Donc, dans ce livre, La fonction marketing à l'hôpital, en fait, je présente des stratégies marketing adaptées au secteur hospitalier qui respectent l'éthique et la déontologie, mais qui fonctionnent avec les structures hospitalières. Wow. Le quatrième, l'avant-dernier, c'est un médecin atypique. Là-bas, c'est une autobiographie. Bon, beaucoup de gens m'ont dit comment tu fais pour quitter de la médecine et te retrouver en entrepreneuriat, en économie et à parler de toute autre chose. Tu es un charlatan. Moi, ça c'est un charlatan. Il bavard tous les jours, raconte sa vie. Et je me suis dit, bon, il y a des gens qui disent des choses sur toi parce qu'ils ne te connaissent pas. Oui. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas dans l'injure. Je n'ai pas le temps pour injurier les gens. Je n'ai pas le temps pour me mettre à dire que tel a dit ceci. Vraiment, moi je prends le bon de ce qu'il y a de chacun. Moi je ne suis pas parfait, mais je prends le bon de ce qu'il y a de chacun et puis j'avance. Donc j'ai décidé de publier ce livre pour raconter mon histoire. Pour que les gens puissent comprendre les challenges que moi j'ai eu à braver et qui m'ont poussé à me retrouver en train de faire plusieurs choses à la fois. Oui. Ce n'est pas parce que ça me plaisait. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice aussi. Et ma pierre à l'édifice ne peut pas seulement être à l'hôpital parce qu'on est dans un pays où tout est lié. Et je ne peux pas avoir des compétences dans d'autres domaines et je décide de ne pas le faire parce que je suis médecin. Le dernier livre maintenant, c'est les 100 idées de projets à débuter sans financement au Cameroun. Pourquoi je décide d'écrire ce livre? C'est parce que les gens me disaient tout le temps, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de financement. J'ai dit, ok, je vais utiliser les 2 mots-clés que vous m'avez donnés là pour vous dire comment faire si vous n'avez pas d'idée et si vous n'avez pas de financement. Je vais vous montrer des idées, je vais vous montrer comment procéder pour pouvoir mettre sur pied ces idées-là, les rendre opérationnelles, même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que pour entreprendre, il ne faut pas de l'argent. Bien sûr. On peut débuter avec très peu. Pour rendre la chose exponentielle, on aura besoin de l'argent. Et pour ça, il y a des leviers qu'on peut utiliser. Tout à fait. Comme par exemple un levier magnifique dans notre pays, c'est la tontine. Oui. Et les gens n'en parlent pas suffisamment. Pourtant, c'est un système très efficace que la plupart des personnes qui sont enrichies dans nos pays utilisent. Mais on ne documente pas beaucoup dessus. On n'enseigne pas suffisamment comment ça fonctionne. Et parfois, c'est devenu une raillerie. Et quand tu fais la tontine, non, c'est les gens qui font la tontine. Non. La tontine, c'est un levier économique extrêmement puissant. J'en ai même fait toute une formation. Pourquoi? Parce que il faut qu'on comprenne ces leviers-là qui fonctionnent chez nous. Parce que les jeunes actuellement, ils sont en train de lire des livres où on leur parle de la banque. Oui. Et quand ils finissent l'école, ils rédigent les projets, ils partent à la banque, ils disent qu'ils veulent le financement. Moi, je sais comment ça va finir. Ils n'auront pas de financement. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Oui. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. C'est comme ça en économie. Donc quand tu parles à la banque, tu dis pardon, je n'ai rien, aidez-moi, j'ai mon projet. On comprend que tu n'es pas crédible. Quand tu dis que aidez-moi, j'ai mon projet, tu vas rembourser comment? On veut des gens qui ont les titres fonciers. On veut les gens qui ont les maisons, qui ont les voitures, qui peuvent mettre en garantie. On sait que même si le projet ne marche pas, on s'en fout même de ton projet. Même si ça ne marche pas, on prend la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que nous on apprenne à travailler sur la valeur perçue de ce qu'on fait pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une faveur qu'ils nous font en donnant leur argent. Oui. C'est un investissement qui sera rentable à court, à moyen ou à long terme qu'ils sont en train de faire. Et c'est une faveur même pour eux d'intégrer un système qui plus tard va faire en sorte qu'il soit plus grand. Donc voilà un peu les 5 livres que j'ai eu à publier globalement. Et après, j'ai eu à décliner certaines formations de chacun des livres. Ça veut dire des formations comme sur la tontine, comme je disais tout à l'heure. J'ai eu à faire une formation qui s'appelle Médecin 2.0, que je dispense dans les facultés de médecine et aux professionnels de santé, où je leur parle des autres compétences que les professionnels de santé doivent avoir, en plus de la médecine, pour mieux s'en sortir sur le plan professionnel au Cameroun, parce que l'environnement devient de plus en plus hostile. Tu as abordé une notion tout à l'heure que je voulais que tu développes un tout petit peu, celle du patriotisme économique. Oui. Qu'est-ce que tu entends par ce mot? Le patriotisme économique, c'est la seule chose qui peut permettre à un pays de se développer. En fait, le patriotisme économique, je vais définir ça simplement. Ça veut dire c'est le fait de contribuer au développement de son pays sur le plan économique. Ça peut se faire par les citoyens, comme ça peut se faire par les pouvoirs politiques. Je prends un exemple de patriotisme économique par les pouvoirs politiques. Au Cameroun, par exemple. Ça consiste par exemple à faire en sorte que certains secteurs d'activité soient protégés pour que ce soit uniquement les nationaux qui puissent en bénéficier. Je vais prendre quelques exemples. Prenons le domaine de l'exploitation de l'or. L'exploitation de l'or au Cameroun est réservée uniquement à une exploitation artisanale par des Camerounais. Ça, c'est la loi. C'est pour ça que les Chinois prennent la nationalité camerounaise, pour exploiter la loi en fait. Là, il y a beaucoup de Chinois qui ont la carte nationale d'identité camerounaise. Et qu'en fait, eux, ils ont compris l'opportunité. Mais les Camerounais, eux, ils fuient ça, ils partent à l'étranger. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de partir à l'étranger. Mais en fait, c'est la loi camerounaise. Pour exploiter l'or au Cameroun, il faut être Camerounais de nationalité
Et il faut exploiter de façon artisanale. Ça, c'est une forme de patriotisme. C'est pour protéger ce secteur d'activité. Un peu comme en Chine, l'agriculture est interdite aux étrangers, ou encore le secteur des mines est interdit aux étrangers. C'est une forme de patriotisme qui est mis sur pied par l'État. Je prends un autre exemple au Cameroun, la fibre optique. La fibre optique, c'est uniquement exploité par une entreprise nationale qui s'appelle Camtel. Oui, c'est une forme de patriotisme économique. Ça veut dire que tous les autres opérateurs sont obligés de passer par cet intermédiaire pour avoir. Ils ne peuvent pas créer leur réseau de fibres eux-mêmes. Il y a une entreprise étrangère qui l'a fait, mais on les a débusqués et puis ils ont eu à payer beaucoup d'argent pour ça, parce que c'est interdit par la loi. Je prends un autre domaine d'activité, l'énergie. Le domaine de l'énergie au Cameroun, c'est privatisé et ça appartient à l'État à travers une entreprise qui s'appelle EDC. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque, vous voyez, on fait des ponts au Cameroun, on fait des barrages, non, je prends plus les barrages. Lorsqu'on fait des barrages, ou alors la production de l'énergie principalement, à travers ces importantes infrastructures, en fait, ça appartient à l'État. Oui. L'entreprise qui est juste là, qui donne les factures chaque mois, eux, ils produisent, ils distribuent, mais en fait, l'énergie appartient à l'État. Oui. Et la loi permet à tout individu de produire et de distribuer l'énergie. C'est permis par la loi au Cameroun, alors qu'en France, c'est interdit. En fait, c'est des opportunités comme ça que l'État a eu à mettre à disposition des citoyens pour qu'eux puissent profiter de ces opportunités-là. Mais nous, comme nous, on attend, en priant parfois, en se disant que c'est le Seigneur qui va venir nous aider. En fait, on nous présente les opportunités, mais nous, on attend qu'on vienne à la maison nous chercher. Qu'est-ce que les autres font? Les autres viennent, ils saisissent les opportunités, les étrangers. Ils viennent, ils prennent la nationalité, ils saisissent nos opportunités. Donc ça, c'est le patriotisme économique mis sur pied par l'État, qu'on aurait pu appeler aussi le protectionnisme étatique. C'est-à-dire que l'État protège certains secteurs d'activité pour empêcher que les étrangers puissent massivement y investir et faire en sorte que les nationaux ne soient minoritaires ou ne soient plus représentés. Au niveau des citoyens, comment ça se matérialise? De deux manières. La première manière, c'est le fait d'identifier des produits ou des services faits localement et de dépenser son argent pour pouvoir acquérir ces services-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le système productif qui se développe en 3 étapes. On a ce qu'on appelle le secteur primaire, c'est la production de la matière première, un peu comme nos grands-parents font l'agriculture, cultivent le cacao, le café, le coton, etc. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Dès qu'ils finissent de produire leur matière première, on l'exporte. Oui. C'est les principaux produits d'exportation, le cacao, le café, le coton, le pétrole brut, etc. Et lorsqu'on l'exporte, qu'est-ce qui se passe? Nous, on gagne des devises naturelles. Sauf que nos devises sont gérées uniquement par la France, à travers le principe de compte des opérations, etc. Et la France a 50% de tout ce que nous on vend à l'étranger. Donc si on vend le cacao de 1000 euros, par exemple, eux ils ont 500 euros, nous on a 500 euros. Mais le problème qui se pose, c'est que même les 500 euros restants là, ils ne nous donnent pas. Ils mettent ça comme une reconnaissance de dette. Oui. Donc on a crédité votre compte de 500 euros. Alors ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que la deuxième étape du système productif, c'est la production, ou encore ce qu'on appelle le secteur secondaire. Donc on va prendre une matière première comme le cacao, on va transformer ça par exemple en chocolat. Mais le problème qui se pose, c'est que le secteur secondaire est détenu par les étrangers. Soit il est carrément fait à l'étranger, soit même au Cameroun, il est détenu par les étrangers. Et c'est un élément qui est très important parce que dans une entreprise, on a 3 échelons. On a d'abord les salariés, qui sont les plus bas. Ensuite, on a la direction, avec le directeur qui est juste le salarié le plus haut gradé. Et ensuite, on a maintenant ceux qui détiennent le capital, les actionnaires. Oui. Et c'est en fait eux qui détiennent l'entreprise, c'est eux qui ont le capital. Ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que même si on est une entreprise qui est au Cameroun, qui produit un chocolat au Cameroun, si cette entreprise n'appartient pas aux Camerounais, en fait, il y a des mécanismes d'extradition de capitaux qui font que l'argent repart dans le pays de ceux qui ont le capital et ça ne bénéficie pas aux Camerounais, même s'ils consomment ce produit tous les jours. Donc, il faut comprendre, même si l'entreprise se trouve au Cameroun, à qui appartient le capital. Alors, la troisième chose maintenant, c'est de savoir, c'est le tertiaire. Dès qu'on a fini de faire le chocolat, il faut le distribuer dans les supermarchés, dans les espaces de distribution, dans les boutiques, etc. Donc, le citoyen lambda, qu'est-ce que lui doit faire pour développer ou maintenir le patriotisme économique pour que le pays se développe? Il faut qu'il soutienne le système productif. Ouais. Parce que c'est lorsqu'on transforme la matière première qu'on crée la plus-value et qu'on crée de la richesse. Ça veut dire quoi? Quand le citoyen lambda va dans une boutique et il achète un produit, un chocolat, il doit d'abord se poser la question, le chocolat est passé par quelle étape du système productif? Est-ce que la matière première vient localement? Est-ce que la transformation s'est faite localement? C'est-à-dire que la valeur ajoutée, les emplois que ça a créé, est-ce que c'est localement ou alors ça vient de l'étranger?
ou même si c'est fait localement, est-ce que le capital de l'entreprise qui a eu à faire, ça appartient majoritairement soit à l'État, soit alors à des nationaux? Tout à fait. Et la dernière étape, c'est la distribution, à qui ça profite. Ce n'est qu'en faisant ça qu'on peut contribuer au développement d'un pays. Pourquoi? Parce que c'est dans le secteur secondaire en fait qu'on peut réduire le taux de chômage d'un pays. Oui. Si vous regardez dans un pays, les entreprises qui emploient plus de 1000 personnes, principalement, c'est juste des industries. Tout à fait. Parce que c'est dans le secteur secondaire qu'on a des industries. Ce n'est pas en faisant le bayam salam, ou en faisant l'agriculture, ou on fait le pambé. On va prendre 1000 personnes, on va dire qu'on va vous payer 200 par jour pour aller cultiver le café. Ça, ce ne sont pas les emplois. Ce n'est que dans le secteur secondaire où il y a l'industrie qu'on peut développer les emplois. Donc le patriotisme économique, c'est le fait de soutenir dans ce système productif-là en consommant des produits qui respectent dans ces normes-là. Et surtout en mettant sur pied des entreprises et des industries qui permettent de partir de la matière première, c'est-à-dire le secteur primaire, de la transformer dans le secteur secondaire et de la distribuer dans le secteur tertiaire. Ce n'est qu'en faisant cela qu'un pays peut se développer. La Chine l'a fait, les États-Unis l'ont fait, l'Inde l'a fait, la France même l'a fait. Et ce qui se passe maintenant, pour conclure, c'est que lorsqu'on va maintenant importer un produit qui vient par exemple de la Suisse, ce qui se passe, c'est que c'est les 500 € qui restaient du compte des opérations là qu'on va utiliser pour acheter le produit. Parce que le franc CFA n'est pas reconnu sur le plan des échanges internationaux, ce n'est pas une devise. Et lorsqu'on compare les produits qu'on exporte et les produits qu'on importe, on se rend compte que les produits qu'on importe, ce sont des produits manufacturés. Oui. Des téléphones, des ordinateurs, des voitures, etc. Qui ont une valeur ajoutée très importante. Et les produits que nous on exporte, c'est la matière première. Lorsqu'on fait la différence à la fin d'une année, ce qu'on appelle la balance commerciale externe, on se rend compte qu'elle est toujours déficitaire. Au Cameroun, elle est déficitaire actuellement de plus de 1000 milliards. Bien sûr. Ce qui se passe en train d'un problème qu'on a au Cameroun actuellement qui s'appelle la crise des devises. C'est-à-dire qu'on n'a plus suffisamment de devises pour acheter des produits à l'étranger. Si vous partez dans une compagnie de transfert actuellement, peut-être demain, vous dites que vous voulez transférer 20 millions aux États-Unis, on va vous dire que c'est impossible. On va vous dire qu'on ne peut pas transférer ce montant, c'est trop élevé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus convertir, puisqu'on n'a plus suffisamment de devises. C'est-à-dire qu'un opérateur économique qui faisait venir 10 conteneurs par mois, et ça coûtait 20 millions, on lui dit non, tu ne peux plus envoyer 20 millions. Parce que pour envoyer 20 millions en Chine, il faut d'abord qu'on prenne tes 20 millions, on convertisse en euros, la libre convertibilité du franc CFA en euros. Sauf que pour convertir ça, il faut qu'on ait suffisamment de devises pour convertir. Si on ne peut pas le faire, on peut convertir que le montant disponible. On va dire non, tu peux seulement envoyer 5. Ça veut dire qu'il ne peut plus acheter 10 conteneurs, il va acheter seulement peut-être 2. Et quand il achète seulement 2, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la quantité de sa marchandise sur le marché va diminuer. Quand la quantité de la marchandise sur le marché diminue, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent. Ça veut dire qu'un t-shirt qu'on vendait à 500 va commencer à coûter 1000 francs. Alors qu'il y a un gars, lui, au quartier, il savait que lui, avec ses 500, il achète ses 1 t-shirt par mois et il s'habille tranquillement. Il arrive au marché, il dit non, maintenant avec 500, tu ne peux plus acheter un t-shirt, maintenant c'est 1000 francs. Et que la valeur de son argent a diminué parce que les prix des produits ont augmenté. C'est ça qu'on appelle en économie l'inflation. Tout à fait. Et ça va entraîner une crise économique sans pareil. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à ton boulot le matin et ton boss va te dire vraiment, les affaires ne marchent plus. Avant, je faisais venir 10 conteneurs, maintenant c'est difficile, le pouvoir d'achat a diminué, etc. Donc, on va diminuer ton salaire parce que c'est chaud. Tu touchais 100 000, maintenant tu vas toucher 50 000. Tu te dis que c'est tout. Tu rentres à la maison, tu te rends compte que dès que tu ouvres ta porte, le bailleur t'a laissé une lettre. Il te dit vraiment, Philippe, tu payais 35 000 par mois, mais c'est devenu difficile. Vraiment, à partir du mois prochain, c'est 70 000 que tu vas payer. Tu te dis que c'est tout. Tu vois maintenant les informations à la télé, parce qu'en fait, chaque matin pour aller à l'école ou au travail, tu dépensais 500, aller et retour. Tu vois à la télé que les transporteurs sont en train de gréver. Parce qu'on a augmenté le prix de l'essence. Ils ne veulent plus qu'on paye le taxi à 250, maintenant ça doit être 300 ou 400. Ça veut dire que ton prix du transport va aussi augmenter. Tout à fait. Tu vas au marché pour acheter le tapioca pour boire ou le riz, on te dit que non, le prix du tapioca a augmenté, le prix du riz a augmenté. En fait, le niveau de vie a augmenté, mais toi, ton salaire a baissé. C'est ça. À cause de la crise des devises qui entraîne une crise économique généralisée et qui touche aussi les médecins, où on va diminuer leur salaire. Et on va se rendre compte que dans les concours de la fonction publique, on prend de moins en moins de personnes parce qu'on ne peut pas les payer. Ça veut dire qu'on forme les gens tout le temps, mais on sait qu'on ne peut pas les recruter. C'est pour ça que de plus en plus dans les écoles de formation, peut-être les étudiants ne se rendent pas compte de ça, de plus en plus dans les écoles de formation, on met des cours d'entrepreneuriat. En fait, le message subliminal qu'on est en train de leur passer, c'est que lancez-vous, il n'y a plus d'emploi. On ne peut plus vous recruter. Donc, comme vous vous formez là, il faut aller créer les emplois. Parce que si vous attendez que la fonction publique vous recrute, la fonction publique n'a plus d'argent.
Et en réalité, je pense que c'est un focus qui aurait dû être fait depuis longtemps. Parce que je pense que, sans avoir besoin d'avoir une analyse économique très poussée, j'avais aussi un peu parlé de ça justement sur ma chaîne. J'expliquais que en réalité, aujourd'hui, on forme des gens comme si on était dans une période de plein emploi. Parce qu'on forme des gens justement pour aller travailler sur des marchés comme dans les années de la révolution industrielle, là où en réalité, il n'y avait pas de chômage. Oui. Tout le monde trouvait du travail. Ce qui laisse penser que c'est peut-être réfléchi. On continue de nous former comme à l'époque de la révolution industrielle, alors qu'on est dans une époque dans laquelle aujourd'hui, on n'a plus les mêmes conditions dans le marché de l'emploi. Et quand tu es dans un système dans lequel il n'y a plus assez d'emplois et beaucoup de jeunes qui sont avec une formation, tu ne dois plus leur apprendre en réalité à aller travailler dans un boulot comme ça se faisait avant. Tu dois leur apprendre à pouvoir créer quelque chose. Parce que c'est la situation dans laquelle on est. Et quand tu te projettes et que tu te rends compte qu'on va vers un monde de plus en plus robotisé, automatisé, avec l'intelligence artificielle et la disparition de beaucoup de métiers, non seulement tu dois leur apprendre aujourd'hui à entreprendre pour trouver un job aujourd'hui, mais tu dois déjà commencer à penser à quelles sont les compétences dont on aura besoin dans 30 ans, dans 40 ans, quand on aura de plus en plus, bien sûr, de plus en plus de compétences. Tu te rends compte qu'en réalité, il faut que tu formes des gens qui sont de plus en plus agiles, des gens qui sont de plus en plus pluridisciplinaires et qui ont une capacité à pouvoir s'adapter au changement. Oui. Et c'est à ça qu'on doit former les gens maintenant pour demain. Donc depuis le bas âge. Donc en fait, on est en train de former des gens aujourd'hui. Non seulement ils ne sont pas en phase avec ce qu'on doit avoir comme besoin aujourd'hui, et ils sont encore moins en phase avec ce qu'on aura comme besoin demain. Donc la catastrophe arrive, quoi. Et le pire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à la NASA pour comprendre ça. En fait, c'est la logique. C'est logique. C'est logique que... C'est pour ça que je me dis quelque part, c'est peut-être penser. Parce que tu ne veux pas me dire qu'on comprend ce genre de choses à notre niveau. Et ceux qui sont plus haut placés que nous. Mais en fait, parfois, c'est des calculs politiques même aussi. Forcément. On n'a pas du tout les mêmes intérêts. Aujourd'hui, tu es au Cameroun. Tu formes de plus en plus de jeunes dans l'entrepreneuriat. Toi-même, tu es actif dans ce domaine-là. Quels sont les obstacles que tu rencontres en tant que jeune entrepreneur? Les principaux. Il y en a beaucoup. Les principaux. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, pour moi, il ne s'agit pas des obstacles. Oui. Il s'agit des challenges. Oui. Et des challenges qui permettent de passer à un autre niveau, à une autre échelle et d'apprendre de nouvelles choses. Donc, je n'aimerais pas avoir un côté pessimiste sur les obstacles que j'ai eu à rencontrer. Ce ne serait pas correct. Parce que de ces obstacles, j'ai eu à apprendre tellement de choses. Oui. Mais s'il faut quand même les citer, le premier obstacle, c'est mon âge. Ça peut paraître bizarre, mais nous sommes dans un pays où, lorsque tu es jeune et tu oses, on estime que tu n'as pas encore l'âge pour oser. La notion de la jeunesse, c'est très bizarre dans ce pays. C'est frustrant. À 40 ans, j'entends des gens dire qu'ils sont très jeunes. Oui, et c'est bizarre. Ils ne sont pas en âge de... C'est incroyable. Parce que moi, je prends un exemple. Quand j'ai commencé SOS Médecin, il y a certains responsables d'hôpitaux que je rencontrais. Je leur parlais du projet. Et à la fin, ils me disaient, donc, tout ce que tu m'as dit là, c'est seulement toi. Surtout quand j'étais encore seul. Et je leur disais que quand vous dites que c'est seulement moi, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis médecin. Je mets sur pied un projet pertinent. Et vous me demandez si c'est seulement moi. Je prends un exemple. Quand je faisais alors les conférences, c'était fatal. Parce que je faisais des conférences où la moyenne d'âge était entre 31 et 32 ans. Ça veut dire des aînés. Pratiquement tous ceux qui passaient par mes conférences étaient mes aînés. Et chaque fois qu'ils entraient à la conférence, ils me voyaient. Ils se demandaient, c'est l'enfance qui va nous apprendre. On est venu même faire quoi? En fait, les gens ont encore une idée selon laquelle il y a une corrélation, ou plutôt une relation de cause à effet entre jeunesse et incompétence. C'est ça. Et c'est un premier obstacle. Parce qu'en fait, ça te pousse à devoir travailler 2 fois, 3 fois, 5 fois plus pour démontrer qu'au-delà de mon âge, je peux aussi apporter quelque chose de pertinent. C'est ça. Donc quand tu es face à quelqu'un, en fait, dès qu'il voit ton âge, il faut d'abord que tu lui démontres que malgré mon âge, je peux faire ceci. Et c'est un obstacle qu'on rencontre jusqu'aujourd'hui. Un autre obstacle qu'on rencontre, c'est l'environnement. On est dans un environnement où les mentalités sont programmées d'une façon hyper pessimiste. Les gens sont comme dans une bulle où ils se disent qu'on ne peut rien faire. Et quand tu essayes de faire quelque chose pour dire que non, on peut, tu te dis, mais qui es-tu? On t'a coopté. Toi, c'est un gars du système. Tu as triché. Tu as triché, tu as trempé. Donc en fait, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on peut travailler intelligemment et arriver à un certain niveau avec certains leviers qu'on utilise
pour pouvoir se développer. La médiocrité règne, quoi. Oui, la médiocrité est en train de régner. C'est ça que j'appelle l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Ouais. C'est pour ça que j'adopte aussi le synonyme d'assassin. Parce qu'il faut assassiner ça. Oui. Alors, l'autre obstacle que j'ai rencontré, c'est l'infini obstacle du financement. Quand je dis que je l'ai rencontré, c'est plus sur le plan environnemental. Ouais. Moi, personnellement, je n'ai pas eu des problèmes de financement réellement. Quand je me suis lancé, j'ai d'abord commencé à travailler avec le peu que j'avais, jusqu'à arriver au niveau où le peu que j'avais ne suffisait plus. J'ai essayé d'utiliser les moyens classiques, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de me bouger le cerveau pour savoir comment faire. J'ai eu à faire des levées de fonds qui ont plutôt très bien fonctionné parce que les gens étaient très intéressés par ce que je faisais. Et puis l'étape du financement n'a pas été un très grand obstacle, du moins ça n'a pas duré longtemps. Oui. Parce qu'il y a des leviers assez faciles pour permettre de pouvoir passer à d'autres niveaux. Mais la plupart des jeunes que je rencontre, ils ont cet obstacle-là, ils ont cette difficulté-là. Parce qu'on leur fait croire que pour entreprendre, il faut beaucoup d'argent. Et ça devient donc un problème global. Ça veut dire que chaque fois que tu discutes avec quelqu'un, il te dit non, moi je n'ai pas le financement, non, moi je n'ai pas l'argent. Toi tu as eu les facilités, toi tu as eu ceci. Tu dis ça parce que... Et tu te dis, mais tu parles de quelle facilité en réalité? Peut-être tu ne sais pas de quoi il s'agit avant de parler de facilité. Donc ça c'est une autre difficulté qu'on a. Une autre difficulté qu'on a, c'est que nous sommes dans un environnement où ceux qui nous dirigent ne comprennent pas ce que nous faisons. Et c'est un gros problème. Parce que non seulement ils ne comprennent pas, ils ne nous accompagnent presque pas. Et même quand ils essayent de le faire, le fait qu'ils ne comprennent pas fait en sorte que parfois ils apportent un accompagnement qui est inutile et qui ne sert à rien et qui est parfois même nocif. Et ça fait en sorte qu'on a un déphasage, un conflit même parfois de génération. Et que parfois tu as ton parent qui veut bien t'aider, mais il fait exactement ce dont tu n'as pas besoin. Ou il fait exactement ce qui est contraire à tes intérêts. Donc ça crée un énorme problème. Surtout qu'aujourd'hui on parle du numérique, on parle de l'intelligence artificielle. On parle du fait de pouvoir automatiser les choses. Eux ils ne comprennent pas. C'est que tu vas discuter avec eux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vas prendre le tableau, tu vas expliquer au tableau, mais lui il ne comprend pas. Et quand il ne comprend pas, lui il a toujours les mécanismes anciens. Donc pour lui, comprendre l'entrepreneuriat comme il y a de cela 30 ans, il y a de cela 40 ans. Il ne sait pas qu'il y a tellement de révolutions qui sont produites sur le plan de la communication, sur le plan du marketing, sur le plan de l'entrepreneuriat de façon globale. Et lui pense qu'il peut t'aider en utilisant les astuces d'il y a 30 ans. Tout à fait. Ce qui fait en sorte qu'en fait, il est inutile pour toi. Pourtant, normalement, dans un pays comme le nôtre, en fait, le système gouvernant devrait être le levier le plus fort qui devrait permettre à la jeunesse qui est extrêmement innovante. Parce qu'on est une jeunesse, parfois je dis même souvent que l'un de nos gros problèmes aussi, c'est que nous sommes trop intelligents. Parce que le problème de ceux qui sont trop intelligents, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, ils essayent de contenir. Ceux qui ne sont pas trop intelligents, quand il y a un problème, ils s'arrêtent, ils marchent, ils manifestent. Oui. Ils essayent de dire que non, on ne peut plus continuer, il faut que tel parte. Que ceux qui n'ont pas eu l'habitude de trouver des solutions aux problèmes, eux, c'est comme ça qu'eux, ils font. Oui. Nous, on est tellement intelligents qu'on est devenu résilients. Et on a décidé d'abandonner. Oui. Donc quand il y a un problème même grave, on se dit, ah, c'est comme ça, on va seulement trouver une solution pour contenir. En fait, c'est notre intelligence même qui devient aussi un problème à un moment donné. Oui. Donc voilà quelques problèmes qu'on rencontre dans notre environnement. C'est clair qu'il y a aussi des problèmes d'ethnicité. Je vais appeler ça comme ça. Dû au fait que parfois lorsqu'on est ressortissant de certains endroits, on a certaines opportunités qui ne sont pas aisément accessible. Mais je ne peux pas mettre ça, je n'ai pas envie de venir me plaindre. Oui, bien sûr. Ce n'est pas l'objectif. Ouais. Ce n'est pas l'objectif, mais il faut quand même le noter. Ça veut dire qu'on est dans un environnement où il y a des clans, on est dans un environnement où les gens fonctionnent en réseau, où les gens fonctionnent en communauté. Et parfois, quand tu ne fais pas partie de certaines communautés, il y a certaines opportunités qui ne te sont pas ouvertes, même si tu as le talent. Wow. Et c'est parfois aussi dommage. Et puis on se dit, voilà, peut-être il faudrait qu'on puisse repenser notre société pour mieux améliorer les choses. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs dans l'écosystème aujourd'hui au Cameroun, dans d'autres pays. Comment ça se vit ici au Cameroun? Est-ce que c'est vraiment des trucs qui sont solidaires entre jeunes entrepreneurs? Ça marche bien, vous collaborez, ou alors il y a plutôt de la guéguerre, de la jalousie? Qu'est-ce qui est prédominant? Alors, je ne peux pas parler de tout l'écosystème parce que je ne connais pas tout l'écosystème. Okay. Mais je connais quand même certains acteurs, je connais des personnes qui ont eu à réaliser de très grandes choses pour lesquelles j'ai énormément d'admiration. Mais ce que je peux apprécier, je vais commencer par là, c'est que les jeunes au Cameroun sont hyper innovants. C'est chaque jour tu vois quelque chose de magnifique que les gens font.
tu te dis waouh, ils arrivent à faire ça avec si peu, ils arrivent à arriver à tel résultat avec si peu. Ouais. C'est quelque chose vraiment qui fait plaisir. Et même au niveau de la diaspora, vous voyez des Camerounais de la diaspora qui sont aux États-Unis, qui sont en Italie, qui sont en Allemagne, qui font des choses qui te donnent l'envie d'y croire, de continuer d'y croire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Ça, c'est vraiment une valeur sûre que nous avons. Il faudrait juste que ce soit mieux encadré. Alors, la chose qui ne fonctionne pas bien dans notre écosystème, c'est le fait que chacun veut être le messie. Oui. Et je n'ai jamais compris ça. En fait, nous, on n'a pas besoin de messie. Parce que chacun, quand il se lance dans son projet, il se dit que c'est son projet qui va sauver le Cameroun et l'Afrique. C'est son projet qui est le meilleur, qui est le plus innovant, qui est le seul qu'on doit soutenir. Et il commence à mépriser les autres. Vous allez voir quelqu'un qui a réussi une prouesse, et à partir de cette prouesse, il va commencer à mépriser les autres. Il va se dire, non, moi j'ai réussi à faire ça, vous ne pouvez rien. Moi j'ai réussi à faire telle chose, vous ne pouvez rien. Moi j'ai réussi j'ai levé tel montant, et vous n'êtes rien. Moi j'ai été aux États-Unis, j'ai rencontré des investisseurs américains, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné tel montant, vous êtes les entrepreneurs de Dokoti. Mais en fait, ça témoigne parfois de l'ignorance même que les gens ont, du fait qu'on ne peut pas s'en sortir en étant seul. Moi ça m'a pris 5 ans pour comprendre ça. Moi je ne veux pas qu'un jeune, peut-être plus jeune que moi, mette aussi 5 ans pour comprendre qu'il est impossible de s'en sortir dans l'entrepreneuriat si tu avances seul. Tu ne peux pas faire sans les autres. Donc le plus gros problème de notre écosystème, c'est que les gens se messianisent, les gens veulent devenir les messies, et les gens refusent donc de collaborer en ayant une humilité intellectuelle pour reconnaître que nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Et que je peux apprendre de l'autre, même s'il est plus jeune que moi. Je peux apprendre de l'autre, même si j'ai plus d'expérience que lui. Même si j'ai plus d'années d'expérimentation en entrepreneuriat que lui. Je peux apprendre de ce qu'il est en train de faire parce que lui, il a une expérience qui est différente de la mienne. Donc, il y a ce gros problème-là qui fait en sorte que non seulement il y a le conflit de génération, les entrepreneurs plus âgés qui sont déconnectés de notre réalité. Et ça m'offusque beaucoup de voir des jeunes Camerounais qui quittent le Cameroun et qui partent au Nigeria pour faire des concours pour gagner 2 millions. Donc, il y a des Camerounais qui prennent la pirogue, ils partent au Nigeria, ils font un concours qui est organisé par un très grand panafricaniste aussi que j'apprécie beaucoup. Qu'on connaît tous. Oui, qu'on connaît tous. Et pour avoir 2 millions, 3 millions, 4 millions, ce n'est pas mauvais. Mais ça m'offusque qu'ils quittent d'ici, où il y a des milliardaires qui ont fait leur preuve sur le terrain. Oui. Et qui au final n'accompagnent pas les jeunes ou ne font pas assez. Oui. Et moi je trouve que c'est aussi un gros problème de notre écosystème. Je ne suis pas en train de leur demander d'aider les jeunes. Je ne demande pas qu'ils sortent et partagent l'argent. Mais ils peuvent créer un écosystème qui permet aux jeunes de pouvoir s'en sortir et de faire mieux qu'eux. Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens qui nous permettent d'aller plus rapidement. Plus loin, plus vite. Il faudrait juste qu'on ait l'écosystème. Je prends un exemple. Si tu vas dans la ville de Yaoundé, il y a quel espace à Yaoundé où 100 jeunes peuvent s'asseoir et travailler sur leur projet? Ça n'existe pas. Ils vont travailler où? Si tu n'as pas de bureau, où est-ce que tu travailles? C'est vrai que nous on a un bureau, nous on ne peut pas accueillir 100 personnes qui s'asseyent, qui travaillent. On essaye de faire avec le peu qu'on a. On n'a aucun accompagnement, ni même de l'État. On fait avec ce qu'on a nous-mêmes. C'est pas évident de fonctionner dans cet environnement-là où en fait on est obligé de tout faire de nous-mêmes. Parce que nos aînés et ceux qui étaient censés nous accompagner dans l'aventure, à un moment donné, ont estimé que leur enrichissement personnel était plus important et puis le reste... Ils sont déjà très riches, ils ne sont pas suffisants. Ils sont très riches. Continue. Ouais, et ça c'est quelque chose que je trouve aussi dommage, je profite du fait que tu l'as souligné pour dire que un truc qui moi m'anime beaucoup et je pense que ça doit t'animer aussi, c'est très tôt dans l'entrepreneuriat la volonté d'avoir un impact, de laisser un héritage. C'est-à-dire que de créer quelque chose qui va subsister après moi et qui va profiter au plus grand nombre. Parce que justement, je pense que je te rejoins totalement pour dire que seul, tu ne peux pas aller loin. Impossible. Tu ne peux pas aller loin. De toute façon, on dit, il y en a qui dit que tu ne peux pas attacher un paquet avec une main. C'est pour traduire le fait que tu es limité, donc que tu essaies de faire les choses seul. Et malheureusement, ça aussi, ça bloque souvent les gens. Mais j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens qui ont déjà gagné des fortunes comme celle-là ne trouvent pas un moyen intelligent de permettre à d'autres de pouvoir se développer, de pouvoir
on dirait que, je ne sais pas si c'est une forme de jalousie ou de je suis le premier, il faut que je le reste. Alors qu'en réalité, si Lionel Messi n'aurait jamais été Lionel Messi s'il n'y avait pas Cristiano Ronaldo. Oui, et vice-versa. S'il n'y avait pas eu cette compétition saine. Ils ne seraient jamais devenus l'un et l'autre qu'ils sont devenus. Et on a des champions locaux qui, pour beaucoup d'entre eux, meurent champions locaux parce qu'il n'y avait pas quelqu'un à côté d'eux pour les pousser à devenir champion continental. Tu vois. Or, s'il y avait eu un vrai challenger, ça les aurait poussés à tellement se dépasser qu'ils seraient allés chercher des opportunités de croissance ailleurs. Mais comme ils ont dominé un marché dans lequel il n'y avait personne et que derrière eux, ils ont mis des barrières pour que personne d'autre ne suive, n'atteigne leur niveau. Ils sont restés dans leur confort et eux-mêmes, ils n'ont jamais déployé tout leur potentiel. Et c'est dommage. Mais je suis bien content que des jeunes comme toi et comme moi ne soient pas dans cette logique-là. Non, pas du tout. Et qu'ils ouvrent des portes à d'autres, enfin autant qu'on peut, quoi, parce qu'ouvrir des portes, c'est même trop dire, mais qu'ils soient ouverts à partager ce qu'ils savent avec d'autres. Parce que même le simple fait de former, en réalité, beaucoup de gens ne comprennent pas que les entrepreneurs sont des personnes très généreuses. Dans le sens où quand un entrepreneur décide de te former, le fait que tu payes ne signifie pas qu'il n'est pas généreux. Il est généreux parce qu'il te donne accès à quelque chose que bien des fois, surtout dans notre contexte, tu n'aurais trouvé nulle part. Et c'est inaccessible. Tu n'aurais pas Où trouvé. est-ce que tu vas trouver ces informations? Donc, tu aurais pu gagner ton argent. C'est pas comme si tu avais le choix entre 150, tu vois. Parce que je dis souvent que les choses qu'on fait, la formation est haute. Si on était dans des pays comme les États-Unis, on serait quasiment inexistant parce que il y a tellement de personnes qui font déjà ça. Mais dans nos contextes à nous, il y a tellement peu de personnes qui font déjà ça. Soit tu as le mec qui flambe ou la fille qui flambe, qui n'a pas de résultat, mais qui se la pète un tout petit peu. Soit ceux qui ont vraiment des résultats. Tu sais que chez nous, du coup, il faut vivre caché. Ils sont effacés. Tu ne les vois jamais. Tu ne les vois jamais. Et les jeunes sont tout le temps dans la mentalité. C'est ça qui me gêne vraiment, quoi, dans la mentalité de l'attentisme. De se dire que il faut que l'État, il faut que non. L'État ne... Je veux dire, même si tu vis au Qatar, l'une des pires choses qu'un État puisse faire pour les gens, et ça, je condamne même ça en France, c'est d'être en train d'aider les gens. Je condamne l'aide. C'est-à-dire que autant des personnes qui dans la vie sont dans des situations complexes, handicap, vieillesse, maladie, ok, c'est normal que la société leur donne un coup de main. Tu as tes deux mains, tes deux pieds, tu es valide, tu as un cerveau, tu n'as aucun problème. Tu passes du lundi au vendredi à la sécurité sociale parce que tu attends qu'on t'aide. Cette mentalité-là, je pense que c'est pour moi en tout cas, c'est l'un des sous-bassements de la pauvreté de notre pays et de notre continent. C'est d'avoir fait croire aux Africains qu'ils avaient besoin qu'on les aide. Et qu'on doit toujours les aider. C'est ça. Or, en plus, c'est stupide parce que depuis qu'on nous aide, on s'appauvrit davantage. On s'appauvrit davantage. La situation ne fait que s'empirer. Et on ne fait qu'attendre. C'est un peu comme si tu fais la ration chez toi et tu prévois que j'ai besoin de 10 000 francs. 7 000 francs va venir du voisin. Et moi, je donne 3 000. Et moi, je donne 3 000. Nos pays font les budgets. On fait le budget de l'année en prévoyant déjà les aides. Vous voyez, la Banque mondiale va aider, le FMI va nous aider à nous développer, ils n'ont aidé personne à se développer. Donc on continue de penser que chez nous en Afrique, ils vont faire ce qu'ils n'ont jamais pu faire nulle part ailleurs. Et ils viennent tous les ans avec leur... soit déjà ils nous aident, mais leurs fonctionnaires viennent être payés. Oui, c'est une comédie. C'est de la comédie. Une comédie, tout simplement. Merci beaucoup Claudel pour cette conversation. Non, c'était très enrichissant Philippe. Et c'est un honneur pour moi, comme je l'ai dit au début. Et vraiment, j'apprécie énormément ce que tu fais. Je suis ta chaîne depuis plusieurs années déjà. Les vidéos, les chroniques, les interviews avec des personnes formidables et extraordinaires. Et je me dis, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent ce genre de choses. Ou alors, il faudrait que ce qui existe déjà soit encore plus grand. S'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que ça le devienne, on le fera. Le mot de la fin, pour ceux et celles qui nous regardent, est-ce que tu veux, je le souhaite, les marquer, je te mets la pression pour rien, mais le mot de la fin, Claudel, pour ceux et celles qui nous regardent. Ce que je peux dire, c'est que c'était une très belle émission où j'ai essayé de partager mon parcours. Tout ce que je peux dire à chacun de nous, c'est de lire la notice de votre cerveau, de prendre conscience du potentiel que vous avez, parce que chacun de nous en a, et suffisamment pour impacter d'abord soi-même et son entourage. C'est de comprendre qu'il n'y a aucune fatalité dans la vie. Qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a toujours un moyen que vous puissiez utiliser qui vous permet de pouvoir remonter la pente et toujours
être la meilleure version de vous-même. Donc au final, tout ce que je pourrais dire, c'est n'hésitez pas de vous former. Formez-vous dans tous les domaines possibles qui vous intéressent. Parce que plus vous êtes formé et plus vous avez une possibilité de pouvoir regarder les problèmes sur des angles différents. Et quand vous avez la capacité de regarder des problèmes sur des angles différents, ça vous libère et ça vous montre qu'en réalité, les obstacles n'existent plus parce que chaque obstacle devient une opportunité. Merci beaucoup, Claudel. Waouh, chapeau. Merci beaucoup. Et à dimanche. Oui, à dimanche pour le direct. C'est ça. Avant que la vidéo ne soit publiée. Tout à fait. Okay, merci beaucoup.